Bonsoir tout le monde, on est avec Xavier Moreau, officier parachutiste, Saint-Cyrien, président fondateur de Stratpol. Là, il est à Moscou, full disclosure, et c'est un des analystes les plus en vue, bien entendu, sur la situation en Europe et en Ukraine en particulier. On a annoncé le biais, donc là, on peut être complètement transparent, mais on a un contexte général qu'on doit analyser. Puis vous nous l'avez chaudement demandé sur la chaîne, donc on est enfin content d'avoir Xavier Moreau là avec nous pour nous parler des conséquences de la guerre en Ukraine. En particulier pour l'OTAN, beaucoup d'analystes commencent à parler de risque d'implosion de l'OTAN. Je pense notamment au colonel McGregor, qu'on va pas mal citer. Et je voulais commencer par cette petite citation de Larry Johnson, qui est un ancien analyste de la CIA et qui vient de balancer ça dans une interview. Le principal changement est que les principaux responsables politiques commencent enfin à reconnaître ce que certains d'entre nous disent depuis 2 mois. Il n'y avait aucune chance que l'Ukraine réussisse cette contre-offensive, mais tout le monde, depuis David Petraeus, général à la retraite, jusqu'aux membres du Congrès, encourageait les Ukrainiens et insistait sur le fait qu'ils allaient les mettre à l'épreuve. Ils n'avaient aucune chance. Je pense que nous aurions pu probablement plus de 60 000 morts après cette contre-offensive, au moins pour cette seule contre-offensive d'ailleurs, puisque McGregor estime que c'est plus de 300 000 maintenant morts, pas seulement blessés, et de côté seulement ukrainien, ce qui est un chiffre effrayant. Et l'Ukraine n'a pas de solution de remplacement prête à l'emploi. Vous regardez dans le miroir accroché au mur et vous vous demandez, ah oui, il dit, c'est comme la méchante de Blanche-Neige, vous vous demandez quelle est la plus belle. Et vous continuez à mentir, à vous dire je suis la plus belle, je suis la plus intelligente, j'ai la plus grande armée. Pour lui, c'est ça la situation actuelle. Alors, on n'est pas là pour être anti-ukrainien primaire, simplement une autre citation avant de donner la parole à Xavier Moreau. Henry Kissinger, bon pied, bon oeil à 100 ans, hein, il tient encore sur ses 2 jambes et demie, il a une canne, il vient de visiter la Chine. Et Henry Kissinger a dit, c'est célèbre, être un ennemi des États-Unis, c'est dangereux, mais être un ami, c'est fatal. Et l'Ukraine, en tant qu'ami des États-Unis, est en train de le vivre. Donc, Xavier Moreau, merci d'être avec nous. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que l'Occident, est-ce que l'OTAN n'a pas complètement roulé l'Ukraine dans la farine, ne l'a pas complètement utilisée pour ses objectifs, mais en sachant très bien qu'elle allait avoir des pertes territoriales, économiques et démographiques majeures, et qu'aujourd'hui, comme souvent quand l'OTAN utilise un pion, ils sont en train de s'en laver les mains. Déjà, merci Idriss et Aberkan pour votre invitation. Vous avez plutôt bien résumé l'affaire. Alors, on peut émettre des hypothèses parce que je pars toujours du principe qu'en face de moi, puisque moi je suis du côté russe, hein, j'essaie d'être objectif dans ce conflit, mais je ne suis pas neutre. Je suis pour la victoire de la Russie. Et on essaie de comprendre en fait la rationalité de l'action de l'adversaire. Et le fait d'avoir poussé l'Ukraine à continuer la guerre à partir du 24 février 2022, c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Et notamment le fait parce qu'au bout de 24 heures, Zelensky voulait négocier, voulait se rendre. Il avait très bien compris qu'il n'avait aucune chance de l'emporter. Mais il a été convaincu par les 2 principaux pays en fait, qui ont poussé Zelensky vers la guerre, c'est-à-dire par l'Angleterre et par les États-Unis, à continuer. Et l'hypothèse américaine, je pense, et occidentale en général, ceux avec quoi ils ont convaincu l'Allemagne et la France, c'est de dire l'économie russe est une économie de rente d'hydrocarbures. Donc, si jamais on met des sanctions comme ils n'en ont jamais vu, c'est la menace qu'avait fait Viktor Nuland quelques mois auparavant, eh bien, l'économie russe va s'effondrer et donc les gens vont descendre dans la rue et donc Vladimir Poutine sera chassé, Navalny deviendra président et on découpera la Russie en morceaux. En Alors, gros, je donnons pense un que peu de c'était leur idée contexte sur initiale. la crédibilité de Victoria Nuland. Si vous pouvez donner un peu de contexte sur qui est cette personne et est-elle crédible pour notre audience? Mais en fait, oui, elle est, en tout cas, est-ce qu'elle est douée? Ça, c'est l'histoire jugera au résultat. Mais le fait est que Victoria Nuland, donc, c'est pas n'importe qui, c'est le vice-secrétaire des Affaires étrangères américain. Donc, elle a déjà été en poste sous Obama. Elle a largement contribué. Elle était en Ukraine. C'est elle qui a dit, lorsque les Européens essayaient encore de calmer les choses en 2014 au moment de Maïdan, qui a dit, pardonnez-moi cette vulgarité, mais fuck the European Union.
puisque une des conversations avait transpiré sur Internet. Sans doute les services secrets ukrainiens à l'époque étaient encore sous contrôle plus ou moins de Yanukovych. Donc c'était un fervent soutien de l'Ukraine. C'est elle également qui a dit publiquement, la vidéo se trouve sur Internet, que pour Maïdan, le processus de Maïdan, donc qui date de l'indépendance, avait coûté aux États-Unis 5 milliards de dollars. Donc c'est une personne pour qui le dossier ukrainien est quelque chose d'extrêmement important. Donc il y a eu la pause Trump qui a duré 4 ans, et dès que le nouveau ministre des Affaires étrangères, donc Blinken, est venu, lui c'était la première fois, au pouvoir avec Joe Biden, il l'a reprise comme secrétaire adjoint aux affaires étrangères. C'est pas des ministères, c'est des secrétariats d'État aux États-Unis. Et donc, quand il y a eu, si vous vous souvenez, à l'automne, hiver 2021-2022, il y a eu tout d'un coup toute une campagne de presse, une campagne assez violente, qui accusait la Russie de vouloir envahir l'Ukraine. Je pense que les Occidentaux préparaient l'attaque de Kiev contre le Donbass. Le Donbass, donc contrôlé indirectement par la Russie. Et donc on voulait absolument pas que la Russie intervienne. Et donc à ce moment-là, il y a toute une espèce de propagande qui est sortie, qui accusait la Russie de masser des troupes, etc., etc., etc. Et tout ça a abouti au fait que les Russes ont finalement, en décembre, fait une proposition d'un accord général pour régler le problème de l'Europe de l'Est et de l'avancée de l'OTAN à ses frontières. Et donc, il y avait toute une série de propositions, y compris le fait que l'Ukraine s'engage à rester un pays neutre en dehors de l'OTAN. Cette proposition a été dégagée d'un revers de main par l'administration américaine. Et à partir de là, les Russes se sont rendus compte qu'en fait, on était dans une impasse, surtout qu'ils savaient que l'Ukraine se préparait visiblement en mars à attaquer dans le Donbass, et que donc ils seraient forcés d'intervenir quoi qu'il arrive, puisque en fait dans le Donbass c'est des Russes. Et donc plutôt que d'attendre que ça arrive, eh bien ils ont pris les devants le 24 février. Donc Victoria Nuland porte une énorme responsabilité dans ce qui se passe. Et donc dans toute cette série de menaces qui avait été faite pour décourager la Russie d'intervenir en Ukraine, dans le Donbass, au moment de l'offensive de l'armée kievienne, eh bien, Victoria Nuland avait dit que si jamais ça arrivait, eh bien, on mettrait des sanctions à la Russie comme elle n'en avait jamais vu, sachant que la Russie est le pays le plus sanctionné. Et donc ça faisait écho aux sanctions qui avaient été mises en 2014, dont aucune n'avait fonctionné, aucune. Et au contraire, la Russie, on peut en reparler, mais on a profité pour faire décoller des secteurs entiers de son économie. Et donc voilà, donc c'est ce qu'elle avait dit. Donc je pense que le plan, pour revenir à mon explication initiale, je pense que le plan, c'était ça. C'était, on dit à l'Ukraine, vous avez juste à tenir entre 3 et 6 mois, et puis après, le régime de Vladimir Poutine va s'écrouler. Le problème, c'est qu'au bout de 3 à 6 mois, on a très bien vu que la Russie s'était pas du tout écoulée, qu'elle continuait à avancer, même si elle s'était retirée d'une partie de ses conquêtes, mais elle avançait dans ce qui était pour elle essentiel, ce qui est toujours pour elle essentiel, c'est-à-dire ce qui correspond à la nouvelle Russie, et notamment la libération complète du territoire du Donbass. C'est le Schwerpunkt, c'est-à-dire le point principal de l'opération russe, c'est libérer totalement le Donbass pour mettre fin au bombardement sur les villes du Donbass, tout simplement. Et ça, donc, comme objectif, c'est déjà atteint. Non, c'est pas encore atteint. C'est partiellement atteint puisque la Russie a avancé. Elle a pris, si vous vous souvenez, donc c'était juste au début de l'été 2022, elle a pris Mariupol. C'était même avant, c'était au mois de mai. Elle a pris Mariupol, donc ce qui a fait de la mer d'Azov une mer russe. Et plus au nord, surtout, elle a franchi la première ligne de défense ukrainienne en prenant Popasna. Bon, ça dira rien, peut-être rien à vos auditeurs, mais en gros, ça lui a permis d'avancer et surtout après de s'emparer de Lysychansk et de Severodonetsk. Donc, il y a deux grosses villes qui sont dans la République populaire de Lugansk, mais qui sont des villes clés pour le Donbass. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les événements autour d'Artemiovsk sont liés à la prise de cette ville. Donc, ils ont vu ça, et les Occidentaux, au lieu d'arriver sur la table des négociations, parce qu'à l'origine, les Russes avaient demandé 30 000 km², c'est-à-dire ce qui leur manquait des régions du Donbass. Aujourd'hui, ils en ont pris plus de 110 000. Ouais. Et tôt ou tard, ils vont prendre le Donbass, c'est inévitable. Donc, les Russes se sont dit, je pense qu'ils auraient été encore prêts à échanger la partie sud qu'ils avaient conquise
pour ces 30 000 km². Mais tout d'un coup, l'OTAN a dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, on livre des armes et on continue. Donc tout d'un coup, il y a eu un deuxième mouvement, une deuxième armée otano-kievienne qui s'est montée. Et puis, ça a donné les 2 contre-offensives qui ont été largement surestimées en Occident, qu'on a vues en septembre et en octobre. Voilà. Et à partir de là, le problème, c'est qu'en même temps, l'OTAN, en s'engageant autant, s'est mise en danger, je peux dire. Donc, c'est-à-dire que l'OTAN est bien, et on le voit maintenant, est une alliance militaire très faible finalement, mais qui est une alliance politique extrêmement forte. Parce que en fait, c'est une structure qui permet à Washington d'administrer l'Europe. Bon. Et le problème, c'est que malgré tout, ça reste une structure militaire. Donc, si cette structure militaire subit une défaite aussi cuisante, parce que maintenant la défaite de Kiev sera sa défaite à elle aussi, c'est pas possible. Il y a eu tellement de matériel, tellement d'instructeurs, tellement d'argent qui a été donné, et s'il n'y a pas d'hommes envoyés, c'est parce que l'Occident, on n'est plus en 14, on n'est plus en 39, on n'est même plus dans les années 60, on pouvait envoyer le contingent en Algérie ou au Vietnam. On est 50 ou 60, je veux dire. On est à une époque où vous ne pourrez pas aller expliquer aux mères de famille françaises, aux épouses, que leurs gamins ou leurs maris sont mobilisés. Plus personne ne fait l'armée, maintenant il n'y a plus de service militaire, pour être envoyé mourir en Russie pour Zelensky. C'est pas possible. Donc en fait, l'OTAN a atteint ses limites. Ouais. Bah, je modérais ça parce que l'OTAN, vous l'avez parfaitement dit, est super puissant sur le plan politique, donc super puissant sur le plan médiatique. On le voit, et on va y revenir parce que Julian Assange nous rappelait que toutes les guerres depuis au moins 50 ans sont issues de mensonges médiatiques, que ce soit l'incident du golfe du Tonkin pour le Vietnam, ou les fausses armes de destruction massive pour la deuxième guerre du Golfe, ou les fausses couveuses de, je ne sais plus, cette jeune enfant qui était un témoin faux et suborné, et qui a justifié la première guerre du Golfe, et puis bon, la Syrie, etc., la Libye. Donc toutes les guerres sont nées de mensonges médiatiques, et on va revenir sur les très nombreux mensonges médiatiques pour l'Ukraine, parce que le but est de vacciner aussi notre audience, et de faire en sorte qu'elle puisse vacciner à son tour, avec un vrai vaccin, cette fois intellectuel, qui fonctionne, qu'elle puisse vacciner autour d'elle les autres personnes à chaque fois qu'on leur présentera une nouvelle guerre. Mais les États-Unis se sont pris, pardon, on va rester sur le registre délicat, une branlée monumentale en Afghanistan. Ils ont réussi à le faire passer pour une victoire. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils seront capables aussi, quelle que soit la situation, il suffit de regarder ce que j'appelle les golems ou les NAFO, des types qui sont pas du tout les amis de l'Ukraine, qui sont en train d'envoyer l'Ukraine au casse-pipe, qui s'éclatent sur leur clavier, mais qui comprennent absolument pas qu'ils envoient des dizaines de milliers de jeunes Ukrainiens, des types qui ont le niveau master, qui sont l'élite, le futur de l'économie de ce pays, qui les envoient se faire buter dans une contre-offensive qui n'a absolument pas atteint ses objectifs. Mais eux, ils continuent à vous dire que l'Ukraine a gagné, et que l'OTAN a gagné, et que l'arrivée des F-16 va tout changer. Enfin, c'est toujours pareil. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que l'OTAN, qui a encore cette superpuissance médiatique, va pas tenter de dire en fait, bon, l'Ukraine a perdu 27% de son territoire, peut-être que l'Ukraine va perdre Odessa, peut-être qu'elle va se retrouver complètement hors d'accès à la mer, mais on a gagné quand même. C'est pas impossible. Je pense que le narratif d'ailleurs de la défaite est déjà prêt. C'est-à-dire que comme ils ont expliqué en 2022 que la Russie voulait envahir toute l'Ukraine, ce qui est complètement idiot. Si elle voulait envahir toute l'Ukraine, elle n'aurait pas envoyé que 160 000 hommes pour s'attaquer une armée qui était presque 3 fois plus nombreuse. Donc, ils vont expliquer lorsque la défaite sera actée sur le terrain, comme la prise de Berlin a acté la victoire soviétique, parce que Hitler voulait pas se rendre non plus. Je compare pas, je fais pas de la réduction d'Hitler, mais c'est juste un exemple. Et donc, je pense qu'ils diront, oui, finalement, c'est pas si mal. La Russie voulait envahir toute l'Ukraine, et finalement, elle n'a pris que la Nouvelle-Russie. Alors, évidemment, la Nouvelle-Russie, et ça c'est le malheur des Occidentaux, c'est que cette partie occupée, qui en fait la population sont russes, vous pouvez appeler ça russophone, mais en fait c'est russe. Il y a des russophones en Ukraine centrale, et d'ailleurs même dans l'ouest de l'Ukraine, mais la partie de la Nouvelle-Russie, donc d'Odessa jusqu'à Kharkov, c'est des Russes. Et donc, et pour le malheur donc des Occidentaux, c'est la partie où il y a l'industrie et les ports. Donc il y a 2 grands ports en Ukraine, c'est Odessa et Mariupol. Mariupol étant le port industriel c'était 20% du PIB ukrainien. Et aujourd'hui,
sous contrôle des Russes, il sera jamais récupéré. C'est même pas la peine d'y penser. Moi, à la place d'ailleurs des Occidentaux, c'est ce qu'ils essaient de faire, c'est de sauver Odessa, en fait, de faire en sorte que les Russes n'arrivent pas à Odessa. Pour être vraiment parfaitement limpide pour notre audience, c'est 10 fois l'Alsace-Lorraine ce qui vient de se passer là, en termes de territoire, en termes de PIB. L'Alsace-Lorraine, ça a été un traumatisme national pour la France. Là, c'est l'Alsace-Lorraine x 10, on est bien d'accord. Alors, sauf que c'est l'inverse, c'est que l'Alsace-Lorraine avait été prise à la France, et là, finalement, la Russie reprend des territoires qui, d'ailleurs, n'ont jamais été ukrainiens. Au sens, tout ça, c'est les débats, oui. Mais là, je parle vraiment sur le plan superficie, PIB, perte qu'il y avait sur la carte, c'était à l'Ukraine, et ça ne l'est plus, quoi. On en parlait quand on préparait un peu cette émission. Juste après Maïdan, en fait, il y a eu 2 fonctionnaires, on va dire, internationaux qui sont arrivés, qui ont eu des postes de ministres. Le premier, je crois que c'était pas le Premier ministre, mais le ministre, c'était une Ukrainienne américaine, j'ai oublié son nom, c'est déjà vieux, et le ministre de l'économie et des finances s'appelait Abramovicius, comme le réalisateur, c'était un Balte, et donc on lui a confié ce ministère, et il a un de ses adjoints, donc qui était une femme, a donné une interview dans le média Unian, qui est un média ukrainien. Tout ça sera dans mon futur bouquin. J'ai pas tous les noms en tête. Et à un moment, on lui demande dans une interview. Vous préparez un bouquin qu'on vous recommande. Vous pouvez nous donner le titre du livre? Non, je garde. Ça sera une surprise. Ok. Mais vous êtes donc aussi rédacteur et vous participez régulièrement à la revue Géopolitique Profonde, qui est partenaire de ce direct. Donc là, on vous en reparlera. Voilà, c'est une revue papier, Géopolitique Profonde. Je voulais pas oublier de les mentionner, on les rementionnera parce que c'est grâce à leur partenariat que vous êtes là ce soir. Donc encore merci, mais je vous en prie. Et d'ailleurs, j'ajouterais que je sors un article sur les questions industrielles et militaires industrielles sur ce conflit. Je crois que ça sortira au mois de septembre. Voilà, dans Géopolitique Profonde. Donc je suis désormais contributeur à Géopolitique Profonde. Donc cette femme, on lui pose la question, quand est-ce que l'économie ukrainienne va enfin redécoller? Elle répond, il faudrait d'abord qu'on récupère les provinces de l'Est. Parce qu'en fait, tout le reste de l'Ukraine, enfin une bonne partie, notamment le centre et l'Ouest, c'est-à-dire les plus anti-russes, vivaient de l'Ukraine russe, du travail, des ports, si vous voulez, sur les 10 grandes villes ukrainiennes, elles ont toutes été fondées par l'Empire russe, par la Grande Catherine. Les 2 seules villes qui sont antérieures ou qui ont été fondées par d'autres empires, c'est Lvov et Kiev, qui est une ville millénaire. Donc il faut bien se rendre compte de ça. Et donc, il y a eu un moment, il y a un atterrissage, un hard landing, où tout d'un coup, les Ukrainiens se sont rendus compte que sans le Donbass, ils étaient pauvres. Parce qu'en plus, ça leur fournissait, on en revient toujours sur ce problème énergétique qui je sais, nous tient à cœur, au problème d'avoir une énergie bon marché. Le charbon du Donbass, qui était acheté largement en dessous des prix du marché international, et d'ailleurs c'est tout à fait normal de donner la priorité à sa nation souveraine, alimentait les centrales électriques pour lesquelles ils avaient été construits. Les centrales électriques ont été construites à l'époque soviétique, elles sont construites pour l'anthracite, qui est un charbon très calorifique, très, très efficace, et donc très bon marché. Donc ça faisait que même si l'industrie ukrainienne était vieillissante, elle disposait d'une énergie qui la rendait très compétitive. Et puis elle avait des centrales nucléaires qui tournaient avant la guerre et qui ne tournent plus aujourd'hui. Exactement. Et donc, comme ils ont perdu et cela dit, donc les républiques, et pour le malheur de Kiev, les 2 républiques de Lugansk et de Donetsk ont, dans les limites qui ont été validées par les accords de Minsk, en fait, regroupaient l'essentiel des mines de charbon. Et donc, ça a été un choc économique. Les républiques étaient d'accord pour continuer à livrer le charbon. Mais des unités radicales, de représailles, ont fait, à l'époque de Poroshenko, un blocus forcé de ce charbon, et ils ont commencé à importer du charbon d'Afrique du Sud, du charbon, donc imaginez le coût du transport, ça coûte presque plus cher que le charbon lui-même, et en plus c'était pas un charbon qui était adapté aux centrales, donc il a fallu modifier les centrales, enfin, donc tout d'un coup, donc ça, déjà que l'Ukraine, depuis Maïdan, s'est précipitée dans une crise économique, cette crise de l'énergie, et notamment à cause de la perte du charbon du Donbass, l'a rendue encore moins compétitive. Et donc, ce qui fait que ça a eu des conséquences. Et petit à petit, les élites ukrainiennes, donc
cette ministre adjoint, eh bien, s'en sont rendus compte. Et je ne sais pas si d'ailleurs toute l'Ukraine, il y a un tel niveau de propagande dans les médias, un tel niveau de propagande qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu avec le Donbass. C'est ça qui est. Oui, justement, venons à ça, la propagande dans les médias. Parce que ça ne devrait pas être possible de répéter les mêmes crimes médiatiques, et je vais bien parler de crimes médiatiques, j'assume ce terme, qui ont conduit à la guerre du Vietnam, qui ont conduit à la première guerre du Golfe, qui ont conduit à la deuxième guerre du Golfe, qui ont conduit au démantèlement de la Libye. Et Vladimir Poutine a récemment déclaré qu'il se sentait responsable du démantèlement de la Libye, parce qu'à l'époque, il n'était pas président, il n'était que Premier ministre dans le duo qu'il avait formé avec Medvedev. Et donc, il n'avait pas nominalement le pouvoir d'empêcher cela, mais il a considéré à plusieurs reprises que c'était une de ses pires erreurs. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit avec la France-Afrique, où Vladimir Poutine donne des garanties aux chefs d'État, des garanties de protection comme il a donné à Bachar al-Assad, dont d'ailleurs le fils est diplômé de l'Université d'État de Moscou. Donc on a vraiment une expansion, comme du temps de la guerre froide, des garanties russes sur la sécurité des chefs d'État qu'on n'avait plus eu depuis 2010, donc depuis l'abomination libyenne. Mais on a à chaque fois le même mécanisme. Les médias mentent. Ils mentent, mais gravement. C'est-à-dire, ils disent il y a des bébés dans les couveuses qui ont été jetés hors des couveuses en 90, c'était un mensonge éhonté. Il y a Colin Powell qui vient avec de l'anthrax, soi-disant, c'était un mensonge éhonté et l'Irak n'en avait pas. Il y a donc, on nous dit que Kadhafi va massacrer toute sa population et que si on n'intervient pas, la Libye va devenir un holocauste et un génocide. Bon, c'était un mensonge et on a détruit la Libye. Aujourd'hui, il y a des marchés aux esclaves. 13 ans plus tard, il y a des marchés aux esclaves. Et l'Irak est encore occupé illégalement par les forces américaines, l'Afghanistan, etc. On a même des sondages qui ont démontré que, je crois que c'était jusqu'en 2004, 2005, 2006, la majorité des Américains croyaient vraiment que Saddam Hussein avait joué un rôle dans le 11 septembre. Les mensonges médiatiques, frontaux, qu'il n'a jamais joué le moindre rôle dans le 11 septembre. Donc, comment on arrête ça? Parce que dans le cas de l'Ukraine, d'abord, ce que vous venez de dire, et c'est pour ça qu'on vous invite, aucun média de grand chemin ne l'a dit. C'est-à-dire, là, prenons le parti de l'Ukraine. Voyons aujourd'hui de façon froide ce que l'Ukraine a perdu, faisons ce qu'on appelle du damage assessment. Qu'est-ce que l'Ukraine a perdu? Elle a perdu plus de 27% de son territoire. Elle a perdu plus de 40% de ses capacités productives. Elle est dans un surendettement catastrophique. Les Américains ne lui ont fait aucun cadeau économiquement. On dit ah oui, on a envoyé de l'argent en Ukraine, c'est faux. Il y a de l'argent qui a été détourné par le Parti démocrate, c'est exact. Mais l'Ukraine se retrouve avec une dette colossale dont personne ne sait comment elle va la rembourser, à part en équarrissant son pays et ses terres agricoles. Et donc, personne ne dit ça dans les médias qui sont encore suivis aujourd'hui par une certaine frange de la population en France. Alors comment on arrête ça, Xavier Moreau? Comment? Parce que ça va recommencer. Dans 10 ans, vous avez des enfants. Dans 10 ans, vos enfants seront de jeunes adultes. Ou certains de vos enfants seront de jeunes adultes. Et ils verront certains médias français et on leur vendra une nouvelle guerre. Et tout va recommencer. On leur revendra une nouvelle guerre en leur disant voilà les gentils, voilà les méchants. Comment on arrête ça? Oui, pour revenir sur ce que vous dites avant de vous répondre, il y a un polémiste que j'aime beaucoup, qui n'est pas très connu, autrichien dans les années 30, qui s'appelait Karl Kraus, et qui avait eu cette formule en disant « Les guerres commencent lorsque les politiciens mentent aux journalistes et se mettent à croire ce qu'ils lisent dans les journaux ». Et je pense ça décrit parfaitement le cycle dans lequel on se trouve. Comment on lutte contre ça? Répétez-le nous. Former et informer, là, c'est parfait. Là, vous avez créé une vaccination. Parce qu'il faut alors, vraiment, je le dis dans le chat, notre audience, retenez cette phrase et surtout retenez son auteur. Comme ça, quand vous pourrez la citer à quelqu'un, il vous dira pas « Ah non, c'est juste un proverbe bantou ». Alors, s'il vous plaît, répétez-la nous. Bien qu'on Karl Kraus, donc polémiste autrichien qui écrivait beaucoup à la fin des années 20 et dans les années 30, et qui d'ailleurs était très critique du journalisme, précisément, et donc qui a dit « Les guerres commencent lorsque les politiciens mentent aux journalistes et croient ce qu'ils lisent dans les journaux ». Et je pense que ce processus-là, on l'a vu, c'est-à-dire que à un moment donné, nos élites de gouvernement, les élites occidentales, ont fini par croire les mensonges qu'ils racontaient. Et donc, on crut que l'économie russe était faible, alors que tous les indicateurs, et je ne parle pas des indicateurs russes, je parle des indicateurs de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, du Fonds monétaire international, montraient qu'au contraire, la Russie était en train de décoller économiquement, de s'industrialiser, et qu'en fait, elle tenait très bien, et qu'au contraire, et ça avait été enfin reconnu, on va dire à partir de 2018-2019, que
elle avait largement profité des sanctions qui avaient été imposées en 2015. 4,5% de croissance. 4,5. Nous, on fait 0,8. 4,9, effectivement. Oui, oui, voilà. Et puis surtout, en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est la qualité de la croissance. C'est-à-dire que c'est de l'industrie. La Russie produit. J'avais vu les chiffres de 2020. Encore une fois, c'est les chiffres de l'Organisation mondiale de la Banque mondiale, pardon, ou de l'OMC, enfin peu importe. Donc c'est pas un think tank russe, c'est ça que je veux dire, qui disait que là, sur le PIB russe, 32% c'était de l'industrie et de la construction. Quand c'était 28% pour l'Allemagne, 22% pour l'Italie et à l'époque 16% pour la France. Mais on était en 2021. D'après ce que j'ai lu, la France, elle est à 10% d'industrie dans son PIB. C'est du tiers-monde. On est au niveau du tiers-monde. Hein. C'est une faible proportion. Et non seulement la Russie est déjà bien plus industrialisée que nous, mais en plus, elle profite des nouvelles sanctions, de la nouvelle donne, pour se sur-industrialiser. Et après, on pourra peut-être parler tout à l'heure des réels problèmes économiques de la Russie, c'est la pénurie de main-d'œuvre aujourd'hui. Mais ça, c'est par exemple quelque chose que les médias peuvent pas dire, parce que s'il y a pénurie de main-d'œuvre en Russie, ça veut dire qu'il n'y a pas de chômage. S'il n'y a pas de chômage, ça veut dire que la Russie, en fait, son économie tourne à plein régime et que le seul problème qu'elle a, effectivement, c'est là. Mais ça peut pas correspondre à ce qu'on entend tous les jours sur BFM TV ou sur LCI, qui nous explique que, comme le disait ce stupide sénateur, pas dire du mal des morts, mais McCain, que la Russie, c'était une station-service avec la bombe nucléaire. Et en fait, c'est pas ça du tout. La Russie est un pays hyper industrialisé. Les hydrocarbures ne représentent que 16% de son PIB et la moitié, c'est transporté. C'est transformé. C'est-à-dire que c'est comme le Canada, en fait, et on ne considère pas que le Canada est un pays du tiers-monde. Donc, complètement, la réalité est remplacée par le dogme. Oui. Je sais que Bernard Lugan, qui était chez nous il y a quelques jours, nous rappelait que Churchill citait souvent les Anglais n'ont pas de problème avec le réel, mais ils ont des problèmes avec les idées. Les Français n'ont pas de problème avec les idées, mais ils ont souvent des problèmes avec le réel. Selon Churchill, on avait tendance en France à substituer nos idées au réel, donc à être facilement du coup contaminable par un dogme et à ne pas voir la réalité, c'est-à-dire voilà, la Russie est une pompe à essence, Washington l'a dit, donc c'est vrai. Et là, ça marche à plein, c'est-à-dire qu'on est dans la dissonance cognitive totale vis-à-vis de ce qui se passe vraiment sur le terrain. Tout à fait. Alors après aussi, il y a une tradition, j'ai écrit un livre sur le livre noir de la gauche française, il y a une tradition dans la gauche française qui date de la Révolution, donc c'est de faire la guerre pour apporter la bonne nouvelle des valeurs gauchistes. Hein, ouais, l'évangélisation. Voilà, une espèce d'évangélisation laïque, donc ça a commencé par les Girondins, Brissot qui déclarent la guerre à l'Europe, ça finit en 1815 par le traité de Vienne, donc ça c'est la fin des guerres révolutionnaires. Ensuite, ça a été la colonisation, il y a un discours, Bernard Lugan le dit très bien lui-même, il y a un discours très messianique, le droit et le devoir des peuples supérieurs de civiliser les peuples inférieurs, ce que disait Jules Ferry en 1885. Et donc, on est resté là-dedans. D'ailleurs, vous écoutez le discours de Mélenchon, par exemple, au moment de la guerre en Libye, donc, que vous évoquiez, il dit il faut chasser, il faut détruire le tyran avant qu'il ne détruise la révolution. Oui, alors que Kadhafi est un révolutionnaire de gauche, ouais. C'est tout le paradoxe. C'est ce simplisme, voilà. Et puis toute la logorée qu'on entend du côté de ceux qui soutiennent l'Ukraine aujourd'hui, Zelensky, notamment dans la bouche de notre président. Comme je suis franco-russe, je précise Macron, c'est-à-dire on retrouve ce côté messianique, on est là pour mettre à bas les tyrans, la dictature, et sans aucun moment plus jeter un regard sur ce que l'on est nous-mêmes. La France est loin d'être exemplaire du point de vue de la démocratie. Typiquement, là, dernièrement, le fait qu'on a accusé la Russie d'avoir incarcéré des opposants politiques avec Navalny, qui vient d'être condamné à 19 ans de prison en Russie, mais dans le même temps, on a Donald Trump qui risque 400 ans de prison, alors que c'est l'opposant principal aux États-Unis, et Julian Assange et Snowden sont tous les deux respectivement en cavale ou en prison, alors que ce sont des opposants politiques. Donc c'est toujours très curieux de voir qu'on accuse d'un côté la Russie de faire taire ses opposants politiques avec des inculpations de droit commun, ce qui est le cas de Navalny, et que de l'autre, on a Trump qui croule sous les inculpations de droit commun complètement bullshit, plus bullshit les unes que les autres, et qui risque 400 ans de prison. Donc pour revenir sur ce que vous avez dit, en fait, les sanctions ont renforcé la Russie. Et ça, c'est pas de la propagande. Je veux dire, c'est des chiffres officiels de la Banque mondiale. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a joué un effet protectionniste? C'est-à-dire qu'on avait des McDo, etc. Et puis, la Russie, en fait, a nationalisé tout ça de force. Elle
elle n'a pas nationalisé, puisqu'ensuite c'est reparti dans les mains d'oligarques proches de Vladimir Poutine, donc ça a encore plus consolidé son pouvoir, puisqu'il a pu comme ça prendre des usines qui françaises, qui allemandes, qui des restaurants américains, etc., et ensuite les remettre entre les mains du secteur privé local. On voit même d'ailleurs que Volkswagen fait tout pour revenir là en ce moment. Ils sont en train de supplier la Russie de revenir. Donc c'est vraiment la queue entre les jambes. On a Guterres qui est venu aussi supplier la Russie de revenir dans le système SWIFT, ce qui est d'une brutalité sans nom. C'est les Américains qui ont demandé au secrétaire général des Nations Unies, qui prouve bien qu'il est plus secrétaire que général, de faire leur demande, parce qu'en réalité c'est Washington qui demandait ça. Qu'est-ce qu'elle s'en fout, l'ONU, de savoir si la Russie est dans SWIFT ou pas. Donc c'est quoi le reste du phénomène, si vous pouvez un peu nous analyser ça? Qu'est-ce qui fait que ça a renforcé la Russie? Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter aux premières sanctions. En fait, les premières sanctions ne datent pas de l'affaire ukrainienne. Les premières sanctions, elles datent, et bien en plus vous en avez parlé, de Snowden. Snowden trouve refuge en Russie et il obtient l'asile politique. Je pense que d'ailleurs il va obtenir, ou il a déjà obtenu, la citoyenneté russe. Et les premières sanctions tombent en 2013. Et elles frappent les sous-ensembles électroniques protégés de qui protègent de la radioactivité dans l'espace, qui doivent être sur les satellites russes qui constituent la constellation GLONASS. C'est l'équivalent du GPS russe. Et donc, ce qui fait que les Russes vont perdre d'ailleurs presque, je crois, 8 ans, puisque la nouvelle génération de satellites qui reposait là-dessus, eh bien, n'a pas pu sortir. Mais petit à petit, ils ont trouvé d'autres sources, ils ont eux-mêmes consolidé leur sous-ensemble électronique pour les rendre imperméables à la radioactivité. Donc, ils ont trouvé une solution. Aujourd'hui, tout fonctionne très bien. Donc, ça a été les premières sanctions. Donc, je pense que, quoi qu'il arrive, avant même Maïdan, les États-Unis s'apprêtaient à mettre des sanctions contre la Russie, inquiétés par le décollage économique qui, en gros, depuis 2000, et la rapidité avec laquelle la Russie était sortie de la crise de 2008, au contraire de beaucoup d'autres pays. Ce sont les sanctions qui ont d'ailleurs profité indirectement à Elon Musk, puisque SpaceX a pu vraiment exploser à l'époque en attrapant plein de contrats publics, parce que les Russes avaient rétorqué en ne permettant pas d'avoir les lanceurs Soyouz pour la Station spatiale internationale. Non, les Russes ont toujours servi, et jusqu'à aujourd'hui servent encore à la station avec les Soyouz et les Progress. Donc là-dessus, ça n'a pas été. Mais je pense que. Oui, je pense non. En revanche, là, vous avez raison, c'est que là, il y a eu un constat qui a été fait côté américain, qu'ils étaient trop dépendants de l'industrie russe pour envoyer leurs satellites dans l'espace, puisque donc pour envoyer les satellites dans l'espace, il y a une société américaine qui est une société jointe entre Lockheed Martin et Boeing, et qui utilise les fusées Antares notamment. Et les fusées Antares, et l'autre, j'ai oublié le nom, sont propulsées jusqu'en 2022 par des moteurs de fusée fabriqués en Russie, les moteurs RD-180 et RD-181. Et au moment où les États-Unis nous obligent à mettre des sanctions en 2014 contre la Russie, eux ont continué à acheter les RD-180 et RD-181 jusqu'en 2022. Et c'est les Russes qui ont mis fin, dans le cas des contre-sanctions, à cette livraison. Donc, quoi qu'il arrive, les États-Unis ne se privent jamais de ce dont ils ont besoin. Il faut voir aussi par exemple, quand les Américains ont pris les sanctions contre la Russie après le début de l'opération militaire spéciale, c'était un peu à la va-vite, et puis ils ont mis les engrais. Et tout d'un coup, au bout d'une semaine, ils se sont dit, mais on a besoin d'engrais. Donc, ils ont retiré les engrais. Et le problème, c'est que pour les États-Unis, c'est facile. Ils sont seuls. Mais nous, quand on prend des sanctions, c'est pour 6 mois, reconductibles tous les 6 mois. Et si jamais vous voulez, par exemple, demain, arrêter les sanctions, une catégorie de sanctions contre la Russie, il faut que vous ayez l'accord de tous les membres de l'Union européenne. Et croyez-moi, les Polonais, les Baltes, ils préfèrent se couper un bras plutôt que de raccourcir les sanctions contre la Russie. Donc ça, effectivement, et ça donc, il y a eu un constat qui a été fait par Washington, qu'il y avait un retard dans certains domaines, notamment la motorisation, où les Russes sont très forts dans tous les domaines, sur la propulsion. Et donc, effectivement, ça a ouvert la voie à Elon Musk. Ensuite, la deuxième catégorie de sanctions dont je viens de parler, donc c'est 2014. Ça, c'est juste après non pas la prise de la Crimée, parce que la prise de la Crimée n'a déclenché que des sanctions qui ont fait rigoler tout le monde. Il y avait un journaliste suisse qui avait dit d'ailleurs la prochaine sanction, c'est d'interdire la piste rouge aux oligarques russes.
Donc ça et même moi, c'était tellement grotesque. Vous avez des Pourquoi? Parce exemples que vous avez des exemples de ces sanctions débiles de 2014? en fait, oui, c'est-à-dire que donc il y avait d'un côté les États-Unis et la Pologne qui poussaient pour avoir des sanctions, et de l'autre côté l'Italie, la France et l'Allemagne qui n'en voulaient pas. Et donc, finalement, donc ils espéraient les sanctions qu'on aura quelques mois plus tard, mais finalement, ils ont sanctionné des sociétés russes qui étaient présentes, notamment des associations de Cosaques russes qui allaient soutenir les Russes en Crimée, des trucs comme ça, des choses qui n'ont absolument aucune conséquence. Mais tout était encore autorisé, y compris la coopération militaro-industrielle. C'était un de mes domaines où je travaillais à l'époque, donc je connais bien ça. Et en revanche, ce qui a changé, c'est la destruction du Boeing MH17 en juillet 2014. Et c'est pour ça que moi je pense, alors j'ai publié une vidéo là-dessus, je pense que non seulement c'est les Ukrainiens, mais ça techniquement personne ne peut sérieusement le nier, qui ont détruit le MH17, mais je pense que c'est fait exprès et que c'était validé par les États-Unis. Parce que en fait, ils ont constaté. C'est d'une grande gravité, mais on le souligne. Oui. Donc, aux dernières nouvelles, si ma mémoire est bonne, vous connaissez mieux le dossier que moi, mais je crois que c'était un tir de Buk, donc système soviétique, mais il y en a plein en Ukraine, qui était suspect pour la catastrophe du vol Malaysia Airlines. Et vous, ce que vous dites là, c'est que ce serait comme finalement pour Nord Stream, sauf que pour Nord Stream, même si les médias américains ont accusé les services ukrainiens, qui ensuite ont dit mais on n'y est pour rien, de toute façon on n'a pas les moyens de faire ça. Mais là pour le coup, les médias, la CIA aurait sous-traité ce genre d'opération pour pouvoir faire accuser les Russes. C'est votre position? Les Ukrainiens n'auraient pas détruit un Boeing parce Sans que l'accord vous ne pouvez américain. pas. Voilà, étant donné les circonstances, bon, ils avaient déjà détruit un avion de ligne en 2001, donc c'était des Juifs russes qui allaient en pèlerinage en Israël. Ils avaient détruit parce qu'ils avaient fait une erreur de tir, mais avec un vieux missile S-200. Là, ils avaient un Buk, et un équipage de Buk sait faire la différence entre un Boeing et un avion de chasse et un bombardier. Et en plus, le Buk qui a tiré, c'est un Buk M1, c'est la première génération. Il n'y en a plus en Russie depuis déjà un bon moment, à l'époque où c'est tiré. Les Russes sont passés au Buk M2, maintenant ils sont même au Buk M3. Donc il n'y en avait pas. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le narratif qui a été inventé. En fait, il était inventé le lendemain par une déclaration de John Kerry que j'ai mis dans ma vidéo sur la question, où il dit oui, on sait très bien qui l'a fait. En fait, et c'est le narratif qui est. On a les photos, donc on attend toujours. D'ailleurs, le tribunal à La Haye a demandé les photos. Les Américains ont dit non, il faut nous croire sur parole. Et il dit, en fait, voilà, les Russes, le narratif, c'est les Russes ont livré un Buk aux combattants du Donbass qui, comme ils ne savent pas l'utiliser, ont détruit un Boeing qui volait à un peu moins de 10 000 mètres d'altitude. Donc, ça a lieu en juillet. La révolte, elle démarre en avril-mai. Vous ne pouvez pas former même un équipage de Buk, c'est entre 6 mois et 1 an. C'est très compliqué pour apprendre à tirer, surtout sur une menace qui n'existe pas, parce que à l'époque, les avions ukrainiens, ils bombardent pas à 10 000 mètres, ils n'ont pas de munitions de précision, ils sont obligés de faire du rat des pâquerettes, et les troupes du Donbass sont très bien équipées de systèmes beaucoup plus modestes, mais très efficaces, qui tirent jusqu'à 3500 mètres. Donc ce scénario est complètement bidon. Et au bout de 2 ans, finalement, les Occidentaux s'en rendent compte, et donc ils changent le scénario. C'est-à-dire que parce que pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce que si c'était un équipage russe, l'équipage russe, il sait parfaitement faire la différence entre un Boeing et un avion, un bombardier. Et donc, les Russes n'avaient aucun intérêt à abattre un Boeing au-dessus de. Donc ça veut dire que c'est pas une erreur humaine. Et les Russes, pourquoi les Russes l'auraient fait? Puisque ça se retournait fortement contre eux. Et donc le narratif change 2 ans après, et là on explique au contraire, finalement on revient, c'est les Russes qui ont transféré un Buk tout seul. Oui, il y a un dessin animé qui est fait pour nous montrer comment ils ont fait. Donc parce qu'un système Buk, c'est 4 véhicules, hein, c'est pas seulement le missile. Et puis ils ont abattu le Boeing. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés. Je croyais qu'ils ne pouvaient pas se tromper, comme vous le disiez 2 ans avant. Donc en fait, le narratif a changé, tout a changé. Enfin, c'est bourré d'invraisemblances. Mais en fait, c'est ce qui a été vendu. Et pour moi, d'ailleurs, tout ce qui se passe, notamment Nord Stream, tous les mensonges qui sont racontés,
tout part du MH17. Parce qu'à partir du moment, parce que les Anglais, les Français, les Allemands, les Italiens savent que c'est l'Ukraine qui l'a détruit. Je pense qu'ils savent même aussi que c'était délibéré de la part des États-Unis. Mais ils n'ont rien osé dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Joe Biden donne une conférence je crois que c'est à l'Atlantic Council, la vidéo est sur Internet. Cette vidéo est surtout connue parce qu'à un moment dans cette vidéo, il dit que la manière dont il a obtenu le départ du procureur général, il le traite de son of a bitch d'ailleurs, qui avait commencé à enquêter sur la société Burisma où travaillait son cher Hunter Biden. Donc il a obtenu son départ et donc il s'en vantait. En disant que le juge était corrompu en plus, c'était absolument génial. Mais dans la même vidéo que j'ai regardée entièrement, je suis tombé là-dessus, c'est-à-dire que il explique qu'après le MH17, ni la France, ni je crois que c'était l'Italie, ne voulaient encore mettre de sanctions, parce que la France et l'Italie savaient très bien qui avait détruit le MH17 et ils ne voulaient pas saboter. Notamment la France était au niveau de la coopération militaire et industrielle militaire à laquelle je collaborais était extrêmement bien placée. Et donc, il résistait encore. Et pourtant, c'est la France de François Hollande. Et c'est pas un courageux François Hollande. On en revient à ce que vous aviez dit, c'est-à-dire que l'OTAN est une superpuissance politique et médiatique. Ouais. Elle continue à pouvoir dire qu'ils sont les gentils et les méchants alors qu'elle ment à répétition. L'OTAN a menti sur les couveuses pendant la Première Guerre. On ne peut pas le répéter assez parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va vacciner le public et faire en sorte que le public puisse vacciner d'autres personnes ensuite en répétant ces exemples. Donc, il faut se créer une culture de ces exemples parce que les gens, sinon, ont toujours c'est cette espèce de caractère prime sautier, de virginité. En fait, on découvre un nouveau mensonge. On n'ose pas imaginer que c'est un mensonge. Pour le cas du vol malaisien aérien ou pour le cas du Nord Stream, on leur a dit que ce sont les Russes qui ont fait péter leur propre gazoduc, alors que ça a détruit l'économie allemande, ce qui profite énormément aux États-Unis. Et les gens étaient là, oui, bon, vous croyez quand même pas que les États-Unis nous auraient menti? Ils ont menti sur le golfe du Tonkin, et ils ont menti sur les couveuses, ils ont menti sur les armes de destruction massive, ils ont menti sur tout le reste. Pourquoi voulez-vous que d'un coup ils arrêtent de mentir et qu'ils vous disent, alors que là le suspect numéro 1 c'est la CIA, pourquoi voudriez-vous croire que ce sont les Russes? Donc on en revient à ça. La première victime de la guerre, c'est la vérité. On est dans une période où les médias nous répètent les pires conneries. Enfin, là, on peut revenir 2 minutes sur certains officiers de plateau qui ont été finement sélectionnés par Washington, qui sont parfois en deuxième section, donc qui sont plus d'actives, et dont on va taire le nom par charité, parce que honnêtement, c'est uniquement par charité, et qui vous ont sorti, par exemple, quand il y a eu les événements de Wagner, je cite de tête Prigojine sent la viande pourrie et le régime russe est en pleine décomposition, donc il a senti ça, c'est comme un requin qui aurait senti le sang, etc. C'est d'un niveau de connerie, mais absolument stellaire, et on continue à servir ça sur les plateaux de télévision français. Alors on sait, pour décomposer un peu ça, justement, on parlait de viande pourrie, que ce sont des gens qui ont systématiquement été cooptés par Washington, en général dans des moments où ils étaient très vulnérables psychologiquement. Donc je pense à des officiers qui ont fait la Bosnie, qui se sont retrouvés, on le trouve souvent chez 2 officiers en particulier, encore une fois, dont je ne vais pas citer le nom par charité, mais qui ont arrosé les plateaux de conneries monumentales, du contraire de ce qui se passait sur le terrain. Et en l'occurrence, ces 2 ont été américanisés pendant la Bosnie. Mais là aussi, comment on fait pour empêcher ça? Comment on fait pour faire en sorte que le peuple français puisse être souverain dans son information, avoir une information fraîche, pas décomposée comme celle qu'ont servi ces gens-là, et que le peuple français puisse décider de ce qui se passe et comprendre la situation? En fait, c'est un changement politique qu'il faut. Le problème n'est pas nouveau. L'inféodation d'une partie de l'armée française à l'OTAN est pas nouvelle. Et d'ailleurs, quand le général de Gaulle veut sortir du commandement intégré et à terme sortir de l'OTAN, c'était ça le plan. En fait, contre lui, il a la gauche, il a François Mitterrand avec la fédération de l'Union des gauches, je crois, quelque chose comme ça, la fédération des gauches, et une partie de l'armée française. Et il est obligé de se battre contre ça. Et si vous voulez, moi je me souviens très bien parce que c'est ma génération. Moi j'ai servi je suis rentré dans l'armée en 92 et j'en suis sorti en 99. Et à l'époque c'était donc j'étais en plein dans les guerres de Yougoslavie. Et tous mes amis me disaient, de toute manière, tu es jugé quand tu sers en Yougoslavie, tu es jugé sur ton antiserbisme. Donc imaginez une approche pragmatique où la seule chose qui compte, c'est-à-dire l'intérêt supérieur de la France, est prise en compte, et l'intérêt supérieur de la France, je suis désolé, mais c'était d'être avec les Serbes, qui sont nos alliés. Ouais, tout à fait. Au pire, d'ailleurs, je tiens à souligner que moi, je n'appelle pas à ce que la France soutienne la Russie en Ukraine. Je tiens à ce que la France ne livre rien. On va y revenir sur quels sont les intérêts. Pour
condamner l'invasion, faut faire plaisir à tout le monde. C'est le plan de l'alliance l'alternative für Deutschland. C'est de dire, ils ont condamné, mais après ils disent pas d'armes, pas de sanctions, et en revanche, pour nous, on vous invite à Versailles à venir trouver une solution pacifique et à régler vos problèmes en dehors de la guerre. Moi, c'est Là, ce que ce que vous j'attendais venez de de la dire, France. parce que vous l'avez dit de façon très, très elliptique, que vous êtes un professionnel, donc pour vous, c'était évident tout ça. Mais pour notre audience, ce que vous venez de dire concrètement, c'est qu'être anti-slave favorisait votre avancement dans l'armée française entre 92 et 99. On peut dire ça. Alors, je dirais pas anti-slave parce que les Croates aussi sont des Slaves. Donc, Oui, c'était pardon. vraiment Alors, être anti-russe. ouais, Ouais. c'était vraiment anti-serbe. C'était l'orthodoxie. Enfin, je pense que c'était. Ouais. Après, ça, vous connaissez aussi Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, donc qui lui était très anti-orthodoxe. C'est sans doute ses origines polonaises. Ah Et oui, son père donc, a été torturé par les soviétiques, donc effectivement. voilà. Donc, on est donc c'était vraiment contre l'idée, je pense, d'avoir une Europe alternative en fait. On était vraiment dans la consolidation de la victoire américaine sur occidentale même, on peut dire, sur l'Union soviétique, parce que là-dessus c'est difficile à nier. Et donc c'était de la consolider. Et donc il fallait éliminer les points de friction. Et donc, il y avait cette Yougoslavie qui, quand elle était yougoslave, c'était un pays sérieux. C'est-à-dire que tout le monde a pris au sérieux pendant la guerre froide. C'est un de mes sujets Et dangereux, parce que le nom même voulait dire les Slaves du Sud. Donc, voilà, et Tito avait des ambitions nucléaires. Des premières choses qu'ont fait les Occidentaux quand ils ont pris le contrôle, c'était d'évacuer l'eau lourde qui avait été produite. C'est la base pour produire l'arme nucléaire. Et donc c'était vraiment c'était liquider tout ça, faire progresser les frontières de l'OTAN jusqu'à la Russie. Et là, ils sont allés trop loin, c'était vouloir intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et donc, mais ça a été ils ont pas, c'est l'hubris en fait, ça savent pas s'arrêter. Et surtout, ils n'ont pas compris que Poutine n'était pas Yeltsin. Et donc, voilà où on en est. Ok. Bon, là, on a fait un beau tour d'horizon. Alors maintenant, tirons un peu avant de passer aux questions, dans un quart d'heure à peu près. On peut tirer les leçons de cette guerre. Donc d'abord, il y a la problématique. Vous me direz ce sur quoi vous voulez réagir. Mais je vous fais un éventail, une sélection. On a la question logistique, c'est-à-dire voilà, maintenant les Russes produisent plus de munitions, en particulier pour l'artillerie. Ils produisent plus de munitions en une journée que les États-Unis en un mois. Donc, ils se sont quand même mis dans une situation où ils peuvent produire beaucoup de munitions. Donc, est-ce que ça vous inspire ? On a le fait que c'est une guerre, on a parlé des satellites tout à l'heure. C'est une guerre où maintenant tout est criblé par satellite. C'est fini les mouvements de troupes secrets, c'est fini la bataille de Midway dans la Deuxième Guerre mondiale où on peut ne pas savoir où est un groupe aéronaval pendant 2 semaines. Ça, c'est terminé. Et en Ukraine, on voit que ça a joué énormément parce que les Russes, sur la défensive, ont laminé les Ukrainiens, tout simplement parce qu'il était impossible aux Ukrainiens de mener la moindre opération surprise, malgré le renseignement qu'ils avaient. Aujourd'hui, les satellites couvrent tout, même la nuit, et donc il était impossible pour les Ukrainiens de faire une offensive surprise. Et ça s'est vu puisque les fameuses contre-offensives qui, pareil, avaient été présentées dans les médias comme qu'elle allait aller jusqu'à Moscou. Je me rappelle de Golem qui mettait sur les réseaux une blague où Zelensky téléphonait. Enfin, il avait un officier qui lui téléphonait, qui lui disait chef, on a pris le Kremlin, qu'est-ce qu'on fait ? Et lui, il lui disait la Crimée, je vous avais dit la Crimée. Bon, ni la Crimée, ni le Kremlin. Je ne sais pas comment on a pu diffuser des conneries pareilles. Et c'est pas du tout être un ami de l'Ukraine que de l'encourager à croire ça. C'est comme envoyer quelqu'un pendant, je me rappelle de ce film, s'appelle Plus dur sera la chute, film des années 50, où c'est une arnaque de boxe. Ils font croire à un type pendant 15 combats que c'est un tueur, qu'ils le mettent que face à des boxeurs tout pourris. Puis pendant 15 combats, le type finit par croire qu'il est bon. Puis à la fin, évidemment, il se fait complètement détruire. Et eux gagnent sur les paris. Et en fait, c'est exactement ce qu'on a fait avec l'Ukraine. On lui a fait croire qu'elle était capable de prendre la deuxième armée du monde sur son terrain. Et puis bon, après, on l'a abandonné en race campagne. Aujourd'hui, donc avec les satellites, impossible d'avoir le moindre effet de surprise sur le terrain ukrainien. L'Occident n'était pas prêt pour cette guerre. Ça aussi, vous me direz si ça vous inspire. Et maintenant, un scénario à la coréenne est-il possible ? C'est-à-dire soit on gèle le conflit, mais pas le long du 37e parallèle, mais le long, cette fois le long d'un méridien, et on dit stop, et l'Ukraine devient comme la Corée.
soit on a un autre pays des BRICS qui commence à rentrer dans la danse, ce qui semble très improbable, mais que certains analystes ont évoqué. On dit après tout, pendant la guerre de Corée, comment ça s'est passé? Les Américains avaient le dessus, puis d'un coup, la Chine est rentrée, et là, c'est devenu une catastrophe. Je dis pas que la Chine va arriver sur le terrain, évidemment, hein, mais qu'elle pourrait soutenir davantage la Russie. Et enfin, dernier point, en particulier parce que on est bien d'accord que ce qui va se passer en Ukraine détermine complètement ce que la Chine va faire à Taïwan. Donc voilà l'éventail que je vous propose avant qu'on passe aux questions du chat. Vous réagissez à ce qui vous plaît ou vous rajoutez des trucs qu'on aurait oubliés. Tout me plaît. Je vais répondre à la fois logistique militaire et Occident pas prêt. Il faut bien se rendre, effectivement, la Russie est passée très rapidement en mode guerre, en fait, ça, dans son domaine militaire-industriel, mais parce qu'elle était structurellement prête à faire ça. C'est-à-dire que si vous voyez une usine russe qui fabrique des chars, donc l'usine est immense, vous avez des machines-outils partout, mais en temps de paix, vous avez peut-être un tiers des machines-outils qui fonctionnent et qui produisent des chars avec les ouvriers. Si jamais vous êtes en mode guerre, vous embauchez des gens, vous les formez et ils se mettent à fabriquer. Au besoin, vous allez chercher les retraités qui seront ravis de retravailler et tout d'un coup, c'est toute l'usine qui fonctionne. Nous, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Moi, j'ai visité l'usine qui fabriquait le Leclerc. La ligne de fabrication du Leclerc, elle a disparu. Elle a été remplacée par la fabrication du VBCI. C'est-à-dire que si on a aujourd'hui, je crois, 250 chars dans l'armée française, si tout d'un coup, on a besoin d'en avoir 250 de plus, c'est impossible. Ou alors, il faut reconstruire une usine, refaire une ligne de production, racheter des machines-outils, ou alors arrêter de produire le VBCI. Mais le VBCI, c'est un très bon véhicule d'ailleurs de combat d'infanterie, on en a besoin aussi. Et si on a besoin de 250 chars en plus, ça veut dire qu'on a besoin au moins de 250 VBCI en plus. Et au passage, on en a besoin, pas en Ukraine, parce que bon, les armes qu'on a envoyées en Ukraine n'ont pas du tout fait la différence, qu'elles n'étaient pas faites pour ça. Par contre, on en a besoin massivement en Afrique, et là, c'est trop tard. On est d'accord aussi pour ça. Alors, et en plus, surtout, c'est trop cher de déployer des chars de 55 tonnes maintenant. Le Leclerc fait 55 tonnes. Il a fait du gras comme tous les vieux. Et, donc, c'est un très bon char, le Leclerc. Trop cher, mais c'est un très bon char. Et donc, en fait, il est donc inutile en Afrique. Le MX-10 RC est utile en Afrique. Il est dangereux en Ukraine. Dangereux. C'est un crime d'avoir livré ça. Et d'ailleurs, il y a même, c'est des Ukrainiens qui racontent ça. Il y a un équipage donc c'est 4 hommes dans un MX-10 RC. Un obus a explosé à côté. Les éclats ont traversé le char. Ce qui n'arrive pas avec les autres chars. Parce que c'est pas des chars légers. Et donc, les 4 sont morts. Et en plus, il y en a 4, alors que dans les chars soviétiques qu'utilisait l'armée ukrainienne, ils étaient que 3, puisqu'il y a le rechargement automatique. Donc, il y a des tas de choses comme ça qui fait qu'on a tout d'un coup envoyé des matériels qui n'étaient soit pas à la hauteur, soit qui étaient trop compliqués, ou puis qui n'étaient pas faits pour cette guerre. Véhicule à roues, c'est quand même risqué de déployer sur maintenant plus avec les bombes à fragmentation, à sous-munitions, pardon. C'est quand même faut quand même voir ça. Donc en fait, vous parlez des AMX-10 RC, juste vite fait, parce que là aussi, dans les médias, on a fait tout un foin. Bon, c'est quand même des dispositifs qui datent des années 70. Ça va, ils sont bien, mais je veux dire, c'est pas fait du tout pour monter à l'assaut de positions fortifiées russes. On les a envoyés se faire massacrer en Russie. Alors, c'était pas nos équipages, mais c'était quand même notre matériel qui, du coup, est passé vraiment pour des cons, sachant qu'ils défilent. Qu'on est en train de remplacer. Oui, en plus, oui, bien sûr. La France est en train de petit à petit retirer les 10 RC pour mettre des Jaguars. Et d'ailleurs, je me demande même qu'est-ce qu'on leur a donné comme munition. Parce que c'est un 105 mm qui n'était pas standard autant. Et en France, on le sait, depuis le rapport sénatorial de l'année dernière, du mois de mars, on peut tenir 4 jours de guerre. Donc, qu'est-ce qu'on a pu leur livrer comme 105 mm pour qu'ils utilisent le 10 RC? Puisqu'on ne fabrique plus. Forcément. Donc, en fait, c'était très déclaratif. Macron voulait faire le malin. Il voulait montrer qu'il était le premier à envoyer des chars. Mais ce qu'il a envoyé, franchement, la meilleure chose qui a été donnée à l'Ukraine, en fait, c'est pas du tout ni les Abrams, ni les Léopards, ni les Challenger qu'on n'a toujours pas vus sur le terrain. C'est les chars soviétiques qui ont été récupérés dans l'ancien bloc de l'Est.
les T-72, notamment les T-72 modifiés par les Polonais, les PT-91, qui, eux, dont en gros, les Ukrainiens et les techniciens ukrainiens peuvent rapidement les réparer. C'est un équipage de 3 et pas de 4, comme dans tous les autres, sauf le Leclerc, tous les autres sont équipages de 4. Donc en fait, c'est quelque chose qu'ils connaissaient. Et en fait, et c'est là où ils en ont le plus d'ailleurs. Et on parle là de l'armée qui est battue par la Russie en gros au mois de juin. Mais là, à ce moment-là, il y a énormément de matériel qui est donné, et c'est du matériel, c'est pas le meilleur matériel du monde, mais pour l'armée ukrainienne, c'est ce qu'elle pouvait espérer de mieux. Là, tout d'un coup, on a transmis des véhicules, des blindés complètement différents, avec des chaînes logistiques complètement différentes, et en plus, c'est des calibres complètement différents, c'est-à-dire que en pleine guerre, vous passez du 152 mm soviétique au 155 mm autant, du 125 mm soviétique pour les tanks au 120 mm autant. Donc c'est autant de chaînes logistiques, ça vous complique. Enfin, ça rappelle beaucoup d'ailleurs les faiblesses de la main allemande pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire la disparité, l'hétérogénéité des matériels, parce qu'en fait, n'importe quelle entreprise voulait absolument produire son char. Et Alors on que a les le même soviétiques, problème aujourd'hui avec les F-16, puisque donc les soldats, les pilotes ukrainiens sont pas du tout entraînés sur système F-16, c'est gradué en parlent pied, anglais. etc. Ouais, ils Parle peuvent parler anglais. anglais. Ouais. La première chose, c'est pas moi qui le dis, c'est dans la presse occidentale ukrainienne, c'est-à-dire qu'en fait, il leur faut au moins 6 mois pour avoir un. Parce que parler anglais pour commander une pizza, ça va. Quand vous êtes dans un avion et que vous recevez les consignes, là, c'est autre chose. Ouais. Donc, effectivement, c'est très compliqué. En plus, c'est pas du tout Ouais. adapté à ce que les pilotes ukrainiens connaissent. Les pilotes ukrainiens, eux, sont sur des avions qui peuvent décoller de la route en bas de chez vous, quasiment. Parce qu'ils sont protégés, parce que pour l'Union soviétique, c'était la doctrine. Le F-16, avant de faire décoller un F-16, vous faites une ligne d'hommes qui avance pour voir s'il n'y a rien sur la route qui va gêner, pour pas que ça rentre dans le réacteur. Et en plus, il n'y a qu'un réacteur, donc il n'a pas intérêt à tomber en Oui, panne. il y a aussi cet aspect-là. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que Ouais, d'une façon générale, même si c'est intéressant, hein, mais même si si les F-16 arrivaient et que les pilotes étaient formés, il faut 4 mois. Mais en plus, les F-16, en effet, je sais plus comment ça s'appelle, les small foreign objects, enfin les avions russes sont très rustiques. Ils peuvent atterrir sur des pistes toutes pourries avec des cailloux qui traînent. Un F-16, pas du tout. Les Russes peuvent bombarder n'importe quelle piste quand ils veulent. Donc, du coup, surtout, le problème aussi, c'est pas seulement les F-16, c'est quel armement avec. Parce qu'en fait, un avion, ça marche avec un missile. Et aujourd'hui, ceux qui ont les meilleurs, c'est les Russes. D'ailleurs, les Russes font régner la terreur sur le ciel ukrainien du territoire russe, où ils sont intouchables par la DCA ukrainienne, sauf dans l'embuscade qui a été tendue il y a 2 mois. Mais c'est arrivé une fois. Et sinon, en fait, ils sont tranquillement. Ils ont des radars qui portent à 450 km, des missiles qui peuvent porter jusqu'à 200 ou 300 km. Donc, en fait, 30, 60 F-16 ne changeront rien. Et surtout, ils n'ont pas été faits pour ça. La doctrine OTAN, c'est pas de faire une guerre de longue durée en utilisant les avions. On s'attaque à un pays qui ne peut pas se défendre, genre l'Irak, la Libye. On envoie plein d'avions et en fait, pendant une semaine, on détruit tout. Voilà. Et après, on a le contrôle total du ciel et surtout, en bas, il n'y a pas de DCA digne de ce nom. La Russie a la meilleure DCA du monde, la meilleure guerre électronique du monde. Vous n'allez pas comme ça tout d'un coup mais c'est l'idée de l'arme magique, hein. C'est encore une fois, je ne fais pas l'argument sur Hitler, mais Hitler était persuadé qu'avec les avions à réaction, avec les V3, il allait avoir l'arme magique, les tigres, les panthères, ça allait changer la donne. C'est la doctrine de l'OTAN, c'est la supériorité technologique, et puis surtout, on conduit pas d'opération dans un ciel non disputé. Donc, c'est ce qu'on voit. Alors, pour l'Irak, c'était ça. Tapis de bombes, on détruit toutes les capacités antiaériennes de l'adversaire, et là, on fait ce qu'on veut. Mais en effet, pour l'Ukraine, c'est pas du tout passé comme ça. Donc, ok, merci pour cette réponse-là. Déjà, donc sur l'aspect logistique, la production de munitions, etc. Maintenant, l'aspect guerre satellite, là, vous en pensez quoi? C'est-à-dire aujourd'hui, ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Alors là, d'ailleurs, je compte en parler dans mon prochain bouquin. C'est-à-dire que on ne peut rien cacher. Et ce que ça révèle, c'est qu'on ne peut rien cacher. Ni les Russes ne peuvent rien cacher aux Américains, ni les Américains ne peuvent rien cacher aux Russes. Ce que vous pouvez cacher, c'est les petites opérations. Voilà. C'est pour ça que les Russes ont vraiment favorisé le système défensif pour laisser les Ukrainiens s'empaler sur leur position, parce qu'on est dans une situation où les manœuvres surprenantes n'ont quasiment plus aucune chance de réussir, on est d'accord?
Une manœuvre surprenante pourrait fonctionner si vous arrivez à accumuler, même aux yeux de l'ennemi, je dirais, une force suffisamment impressionnante, et même si l'ennemi sait où vous allez attaquer, il ne peut pas se défendre. Ouais. Parce que vous avez la supériorité aérienne, la supérieure en artillerie à courte portée, à moyenne portée, à longue portée. C'est ce que les Russes ont. Les Russes pourraient se permettre, je ne sais pas s'ils le feront, mais les Ukrainiens ne contrôlent rien dans le ciel. Rien. Et donc, en fait, l'OTAN a imposé, puisque c'est le vice-ministre de la Défense anglais, j'ai oublié son nom, qui a dit, oui, en gros, le plan d'attaque, c'est nous qui l'avons mis au point avec les Américains. Oui, mais vous oubliez les avions. Vous avez oublié les avions et une DCA efficace. Et donc, en fait, ils ont envoyé les Ukrainiens au carton. Ça n'avait aucune chance de passer. Ça n'avait. Alors après, il faut être prudent. Il faut pas. Encore une fois, je me suis quelquefois trompé, donc je me suis plus trompé en fait sur ce que voulaient faire les Russes plutôt que ce que voulaient C'est faire tout les à votre Ukrainiens. honneur, au passage. C'est vraiment tout à votre honneur de l'admettre, parce que bon, Dieu sait que sur les plateaux, c'est pas tellement quand vous nous sortez des conneries monumentales. Je me suis beaucoup moins trompé qu'eux. Mais eux l'admettent qu'ils sont trompés, c'est pour ça que c'est important qu'on soit là. Non, mais c'est tout à votre honneur. Mais donc, quel serait votre conseil, par exemple, vous savez, le fameux Retex, ou le Rex, certains disent Rex ou Retex, le retour d'expérience. On a souvent accusé la France d'avoir une guerre de retard. Quelles seraient les grandes leçons à tirer pour des officiers français, en particulier, vous savez, les officiers supérieurs, pas les officiers généraux, où on voit que la promotion est vraiment basée sur la politique, mais quelles seraient les grandes leçons que vous indiqueriez en tant qu'analyste, en tant que géopolitologue? Là, ce qui m'a vraiment frappé et que j'avais pas du tout anticipé, c'est le poids des drones. Des petits drones, pas des Bayraktar qui sont révélés complètement inutiles dans cette guerre, mais les drones suicides. Les Russes ont le Lancet, les Américains essaient de rattraper leur retard, ils vont sortir le. Mais donc, quand vous dites les petits drones, c'est des drones qui font cette taille-là à peu près. On parle vraiment des mini-drones. Non, un peu plus grand, un peu plus grand, mais qui pèse, je crois que ça pèse 15 kilos, avec une charge entre 3 et 5 kilos. Et en fait, ça a une portée de 70 km et ça fait des ravages. Ça, c'est une chose. Ensuite, les drones, mais ça, vous pouvez même prendre un drone chinois, un Mavic 2, là, c'est ça qui est fou, qui vous permettent voilà, même pas les grenades, à mon avis, ça c'est plutôt du gadget, mais qui tout simplement permettent d'observer la ligne de front. C'est-à-dire que même si vous êtes dans un dénivelé, ça vous permet en fait de voir ce qui se passe de l'autre côté de la colline. Ça vous permet de définir, et surtout de ce que je vois, parce que les Russes montrent beaucoup de vidéos, c'est qu'il y a, et je pense que c'est pareil du côté otano-kievien, d'apprendre à coordonner cette observation avec l'utilisation de l'artillerie. C'est-à-dire que vous tirez beaucoup moins d'obus, mais de manière beaucoup plus précise. Et même pour une section d'infanterie, moi j'étais chef de section d'infanterie, en fait, on voyait, ça avait été filmé également, la production en combat urbain. On entendait, donc, on voyait une section russe qui progressait, et puis le pilote de drone qui disait attention, il y en a 2 derrière la maison devant toi, il y en a, etc. Et ça, en fait, c'est rêvé. Donc ça, j'espère que toutes les sections d'infanterie de France s'y mettent. Les chars russes tirent au-delà de la ligne d'horizon. Parce qu'ils sont guidés par un drone, ils tirent à plus de 4 km, 4500 km, j'avais vu. Parce que, en fait, et je pense qu'encore une fois, c'est pareil de l'autre côté. Parce qu'en fait, il y a un drone qui va regarder et qui corrige le tir comme si c'était un tir d'artillerie. Et ça, c'est des choses qui étaient impossibles. Là, encore une fois, comme vous l'avez dit, parce que je vois des gens dans le chat qui soulignaient dire un Mavic 2, donc on parle d'un drone civil et tout. Et là, vous dites vraiment, même avec c'est vraiment la même chose. Et d'ailleurs, même les cartels au Mexique. Vous pouvez vous en acheter en France. C'est ça. Dans les cartels en ce moment, la position de droniste est devenue super prestigieuse, et ils ont même des comment on appelle ça déjà, vous savez, les trucs qu'on coud sur l'épaule, là, les insignes. Ils ont des insignes de régiment en quelque sorte chez les cartels mexicains pour les dronistes, alors que c'est des drones civils fondamentalement. Donc là, ce que vous soulignez bien, c'est que en ayant des drones qui peuvent faire de la reconnaissance avancée, on se retrouve à avoir des chars qui tirent au-delà de la ligne d'horizon, qui deviennent en fait de l'artillerie en tir indirect. Et l'intégration systématique des drones dans les opérations, c'est devenu quelque chose qui est parfaitement intégré dans l'art opérationnel russe. Mais nous, aujourd'hui, par exemple, à Saint-Cyr, ou aujourd'hui dans la formation militaire française, ce n'est pas du tout pris en compte. Je sais pas. Pour être honnête, je ne sais pas. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit. C'est plutôt dans l'année Saint-Cyr, vous avez 3 ans et après, vous choisissez votre arme. Moi, j'avais pris l'infanterie. Et là, vous êtes spécialisé. Et je pense que c'est à ce moment-là que ça doit avoir lieu.
Et surtout, après, il va falloir c'est bien d'avoir un drone au niveau de la section, mais honnêtement, quand on voit comme ça se développe, c'est un drone par groupe de combat. C'est-à-dire, Oui, c'est ça, voilà. Chacun a son. Ouais. voilà, c'est vraiment, et ça, l'artillerie doit en avoir, les tankistes doivent en avoir, les artilleurs. Je crois qu'il y a déjà des véhicules blindés qui sortent où le drone est intégré en fait dans une cage, un coffre spécial pour le drone qui décolle. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui, en plus, c'est pas très cher à mettre en place. Vous voyez. Donc, et j'espère que l'armée française travaille dessus, mais je peux pas vous dire si elle le fait réellement. Mais pour moi, ça, c'est vraiment une des grandes leçons. L'autre grande leçon que vous avez très bien dit, c'est-à-dire qu'en fait, on peut plus se cacher. Et d'ailleurs, c'est aussi le leurre après la contre-offensive ukrainienne, donc dans la région de Kharkov. En septembre de l'année dernière, tout le monde a dit oui, c'est grâce aux renseignements américains. Ils savaient non, c'est parce que les Ukrainiens étaient 8 contre 1 et que l'état-major russe avait dit s'ils attaquent, de toute manière, on se retire. Les Russes ne se sont pas enfuis, ils se sont retirés parce que c'était indéfendable, parce qu'il n'y avait pas assez de. Et c'est pour ça qu'il y a eu la mobilisation. Donc c'est ça et c'est pas la supériorité du renseignement américain. Vous pouvez et aujourd'hui des deux côtés c'est pareil. Les Russes ont mis, je crois qu'ils sont à leur 5e, le dernier est parti la semaine dernière, leur 5e satellite militaire. Ils voient tout, donc, même la nuit. Et quand vous parlez de Kharkov, c'est vrai que c'est un autre sujet, mais il y aurait toujours eu la question de l'intégration des territoires pris par les Russes, parce que bon, là pour l'instant, les Russes suivent à peu près la carte électorale de qui a voté pour ou contre. Son nom, c'était Yanukovych. Et donc finalement, voilà, l'intégration, plus ça a voté Yanukovych, plus c'est facile à intégrer au territoire russe, toutes choses égales par ailleurs. Moins ça a voté Yanukovych, plus ça va être difficile. Mais bon, ça suit vaguement le Dniepr et ça suit plus ou moins les territoires. C'est la Nouvelle-Russie. Ce sont des Russes. Ce sont des Russes. Ouais. Ok, donc alors dernier point, je vérifie. Oui, voilà, Taïwan en fait. Alors si, voilà, est-ce qu'un scénario à la coréenne est possible? Est-ce que soit on se dit bon, les Russes, l'OTAN se dit on va faire all-in parce que l'OTAN s'en fout complètement de l'Ukraine et on l'a vu, notamment au sommet de Vilnius. Clairement, aucune des demandes de l'Ukraine n'a été même envisagée et l'OTAN s'en fout pas mal de l'Ukraine. Bon, c'était ce qu'ils ont c'était en gros le drone de l'OTAN contre la Russie, quoi. Mais bon, c'était complètement expendable. Et c'est ce que dit même le colonel McGregor, qui est pourtant américain. Il dit bon, clairement, vu les pertes des Ukrainiens, on s'en fout complètement d'eux. Et c'est scandaleux au passage. Mais maintenant, si l'OTAN décide de faire all-in, les Russes vont continuer parce que tant qu'ils gagnent, ils jouent, quoi. Et pour l'instant, ils gagnent. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, de geler le conflit, c'est le rêve, notamment des démocrates américains. C'est-à-dire que pour eux, ce qu'il peut y avoir de pire, ce serait une grosse défaite ukrainienne. Voire même comme l'armée russe en 1916, crosse en l'air, on retourne à la maison, tout bien, cette guerre n'a aucun sens. C'est le pire scénario. Le scénario idéal qui n'arrivera pas, maintenant je pense que tout le monde en a conscience, c'est une victoire significative de l'armée ukrainienne. Ils atteignent la mer d'Azov, etc. Bon, là, on va voir, je pense qu'il y a encore 3, on est quoi, le 13, ils ont lancé leur canton. Oui, on a encore 3 semaines devant nous, je pense. Mais là, je vois pas, il y a eu des combats féroces ces 2 derniers jours et bon, ils n'ont toujours pas avancé, quoi. Donc ça n'arrivera pas. Et pour eux, le scénario cauchemardesque, c'est si la Russie, dans 2 semaines, par exemple, quand l'offensive ukrainienne se sera essoufflée, eux préparent quelque chose, pas forcément de grandiose, mais par exemple de reprendre tout le territoire qui a été repris par les Ukrainiens il y a 1 an, ou une partie. La ville de Kupiansk, si vous voulez, ce qu'on observe dans le nord, ça va être un nouvel Bakhmout. Hein. Et ça va être un énorme... Vous pouvez pas balancer cette info comme ça en passant. Soulignez-nous ça. Alors, parce que c'est quand même la plus importante bataille depuis 1 an. Bakhmout, c'était l'objectif militaire de la Russie cet hiver. Et il a été atteint le 20 mai, en gros. Et donc, c'était quoi? En fait, c'est un nœud. C'est une ville qui a une position très stratégique. Elle est sur la 2e ligne de défense du Donbass, ligne de défense ukrainienne, parce que après, ce qu'il y a, c'est Slaviansk et Kramatorsk. Parce qu'une fois que Slaviansk et Kramatorsk sont pris, le Donbass peut être considéré comme libéré par les Russes. Donc c'était comme la prise de... Vous avez Popasna qui tombe à l'été 2022. La 2e ligne, c'est Bakhmout. Ça, c'est fait, c'est pris.
Et donc la suivante, le prochain combat, ce sera Slavyansk-Kramatorsk. Et ça, aujourd'hui, le schéma est reproduit dans le nord. Donc, Kupiansk, c'est une ville qui a été très rapidement prise par les Russes en 4 jours au début de l'opération spéciale, parce que en fait, la ville est russe. Donc, Kharkov aussi, c'est une région russe. Donc, la ville, c'est tout de suite, le maire est arrivé en disant c'est bon, on est avec vous, mais qui a été reprise par les Ukrainiens. Donc, si vous voulez, si les Russes reprennent Kupiansk, alors que c'est du point de vue de la taille, du point de vue de la position comme nœud ferroviaire, par exemple, c'est extrêmement important pour l'approvisionnement de l'armée ukrainienne, ce sera aussi grave. Et donc ça, déjà, ce serait un coup très mauvais pour le moral des troupes, pour les Occidentaux. Mais si les Russes vont plus loin, si jamais ils ont, comme on peut peut-être l'imaginer, plusieurs 100 000 hommes qui sont quelque part à la frontière russe, puisque ça jouxte la frontière russe, la région de Kharkov, et qui font une démonstration de force bien plus large, alors là c'est le scénario catastrophe. Mais en tout cas, pour le Parti démocrate, si ça doit arriver, il faut que ça arrive maintenant. Oui, il faut geler maintenant, on est d'accord. Ouais. Voilà, il faut que ça gèle maintenant. Mais moi, je pense que les Russes ne veulent pas geler, hein, comme vous disiez très bien. Les Russes n'ont aucune raison de geler, ouais, zéro. En plus, si vous voulez, ils n'ont pas mobilisé 300 000 hommes. Ils n'ont pas mis en cadence d'attaque tout leur complexe militaire-industriel, et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente, pour tout d'un coup dire bah, ok, pousse à terre, on arrête. La situation de la guerre de Crimée n'est pas du tout la même. En 1953, qu'est-ce qu'on avait? On avait la Corée du Sud et la Corée du Nord qui s'affrontaient. La Corée du Nord était soutenue par la Russie, l'URSS et la Chine, et la Corée du Sud par les Américains. Et les deux sponsors, donc les Américains qui, rappelons-le quand même, à l'époque s'appelaient les Nations Unies. C'est comme ça le point. Oui, sous mandat, exactement. Sous mandat, comme Staline avait fait la bêtise de faire la politique de la chaise vide, ils avaient un mandat des Nations Unies. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en 1953, les 3 sponsors en ont eu marre. Ouais. Et donc, les Coréens du Sud et les Coréens du Nord, ils ont bien été obligés d'arrêter la guerre. Mais là, c'est pas pareil. Là, on a un grand, la Russie, qui en a pas marre du tout, et on a l'Ukraine qui est soutenue par ses sponsors. Les sponsors en ont marre, la population ukrainienne en a marre, et donc, côté russe, ça va très bien. Moi, j'habite à Moscou. Vous la voyez pas, la guerre, même si il paraît que de temps en temps, j'en ai pas entendu, parce que la ville c'est la Seine-Saint-Denis, hein, enfin non, c'est la banlieue parisienne et plus Paris, Moscou. Oui, parce que Moscou c'est grand, il y a 13 millions d'habitants, donc voilà. Donc en fait, même si de temps en temps il y a des drones, ça fait au contraire, avec la mentalité russe, au lieu de les renforts plutôt que puisque c'est comme ça, on va leur en mettre plein. Voilà. Donc, mais sinon, on la voit pas, la guerre, on la voit pas du tout. Donc en fait, ça touche pas à l'arrière. La Russie en profite pour se transformer économiquement. C'est pas indolore économiquement, je vous raconterai pas de bêtises. Mais c'est très clair que ni les autorités russes, ni le peuple russe n'ont envie que ça s'arrête tant qu'ils n'auront pas gagné. Mais ce que Washington pourrait essayer de sauver, c'est Odessa. Mais je suis pas sûr qu'ils mais justement, gagner, pour vous, gagner, ça, c'est quoi? C'est quand j'avais fait ma première vidéo seul là-dessus, j'avais dit bon, il y avait un peu beaucoup passionnément. Alors l'idéal, ça aurait été que l'Ukraine soit complètement finlandisée, mais ça c'est mort et ça ne reviendra plus jamais. Et puis de toute façon, les Russes n'auraient pas confiance. Ils se diraient maintenant c'est fini, parce que l'OTAN pourrait toujours intervenir. Donc maintenant, les Russes ont tendance à vouloir régler les problèmes de façon définitive. Et on est d'accord que les objectifs maintenant des Russes en Ukraine, c'est une résolution définitive de leurs problèmes, à savoir que plus jamais l'OTAN lapsus révélateur, plus jamais l'Ukraine ne puisse être utilisée par l'OTAN pour menacer la Russie. Et ça, alors là, c'est plus moi qui parle, c'est le colonel McGregor. Lui, il dit bon, a priori, il pourrait même envisager d'aller jusqu'à la frontière polonaise. Ça, j'y crois pas, pour plein de raisons. Mais par contre, d'aller jusqu'au Dniepr, ça, j'y crois carrément. Si jamais, parce que pareil, tant qu'il gagne, il joue. Mais vous, Xavier Moreau, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait quoi gagner pour les Russes maintenant? Alors, je pense que gagner pour les Russes, donc on va dire une petite victoire, pas une demi-victoire, mais une petite victoire, c'est la prise complète de la Nouvelle-Russie, c'est-à-dire de Odessa jusqu'à Kharkov. Là, c'est des territoires qui sont historiquement russes, qui n'ont rien à voir avec l'Ukraine. Et donc ça, c'est les territoires, c'est les ports. Donc stratégiquement, c'est l'industrie, c'est les territoires riches. Et ça, si vous voulez, ça neutralisera de facto le reste de l'Ukraine. Okay. Puisque l'Ukraine deviendra un 4e pays balte, c'est-à-dire un pays pauvre,
avec une population, dès que les jeunes, dès qu'ils ont 18 ans, ils partent travailler ailleurs. C'est ce qui se passe dans les pays baltes. Vous avez soit des enfants dans les rues, soit des vieux. Toute la population active part travailler en Angleterre, en Allemagne ou ailleurs. Donc ça, ce serait déjà énorme. Après, idéalement, et je pense que aussi ça, les Russes vont vouloir l'obtenir, c'est peut-être ce qui les poussera à aller jusqu'à Kiev, ce qui je pense serait excessif, mais ils veulent aussi, les buts de guerre initiaux, c'est la dénazification. En gros, la dénazification, ça veut dire arrêter de persécuter les populations russophones. Et donc, ne rentrer pas dans l'OTAN. Et donc ça, ce serait... On peut le traduire sans parti pris russe, puisqu'en effet, bon, j'ai vécu en Ukraine, je vois ce dont vous parlez, mais en tout cas, de dire, pour prendre des termes complètement neutres, aucun point de contact de l'OTAN en Ukraine. Voilà, aucun parti politique, qu'il n'y ait plus d'amis de l'OTAN en Ukraine. Et ce qui restera de l'Ukraine, un peu ce que nous, on avait imposé aux Allemands en 1919, c'est-à-dire une armée, pas de 100 000 hommes, parce que c'est comme inexistante, 50 000 hommes, pas de véhicules blindés, ou très légèrement, une aviation minimum pour faire la police du ciel. Voilà, un pays démilitarisation. En fait. Démilitarisation, c'était aussi leur objectif. Plus d'industrie militaire. Et si les Russes obtiennent ça, là, ils sont tranquilles, parce que si tout d'un coup, il y a entre guillemets, un petit Adolf Hitler qui arrive pour remilitariser, l'armée russe leur tombe dessus. Donc voilà. Et donc une Ukraine centrale qui resterait l'Ukraine, en gros. Et l'ouest de l'Ukraine, ça c'est la question qui se pose. Donc Poutine a dit que c'était hors de question qu'il foute les pieds là-bas. Évidemment que Loukachenko, le président biélorusse, ne veut pas non plus les voir arriver. Mais moi, je pense que ce serait une concession parce que il faudra quand même que les Russes fassent des concessions, ou alors on est dans une victoire à la Deuxième Guerre mondiale ou à la Première, où en gros tu fais un conditionnel, voilà, et ce qui n'est jamais très bon, l'histoire l'a montré. Ça pourrait être une concession faite aux Polonais, puisqu'ils rêvent avec tout ce qu'ils ont dépensé, tout ce qu'ils ont investi dans cette guerre. Récupérer Lviv, de récupérer les territoires qui sont historiquement polonais, faut le dire. Donc c'est là-dessus, voilà. Mais idéalement, ce serait ça. Et surtout qu'en plus, je pense que, si vous voulez, une fois que l'Ukraine sera réduite à sa portion pauvre, c'est-à-dire l'Ukraine centrale autour de Kiev, elle n'intéressera plus les Occidentaux. Et en plus, un Occident qui est déjà virtuellement en faillite. Donc, il n'y aura pas d'argent, il n'y aura plus rien. Et je pense qu'on fera un référendum 15 ans plus tard, la réunification à la Russie serait pas une chose impossible. Voilà, c'est un peu le scénario idéal que je vois. Qui serait du coup vraiment un assassinat de l'Ukraine par ses amis, quoi. C'est pour reciter Kissinger. De toute manière, ils ont détruit l'Ukraine. Ils ont détruit l'Ukraine. Le fait même de retirer le Donbass, de retirer l'accès à la mer d'Azov, ils ont perdu ce qui faisait la richesse de l'Ukraine. Encore une fois, c'était énergie pas chère, et ils ont perdu la Crimée. Moi, j'avais discuté avec un diplomate américain que je ne nommerai pas, qui était sur Moscou, et il me l'avait dit en 2015. Il avait dit que c'était la plus grande humiliation qu'on ait subie depuis longtemps. Les Américains avaient tout investi en Crimée. C'est le plus grand port en eau profonde de la mer Noire, des infrastructures, des accès. Tout ça est parti en même pas un mois. Ça a été une véritable catastrophe. Faut bien comprendre aussi, pour voir le revanchisme américain, c'est aussi ça, c'est la perte de la Crimée, c'est quelque chose qui n'est jamais passé. Parce qu'ils l'ont perdu d'une façon tellement humiliante que c'était pas possible. Et surtout, ils ont accumulé. On parle souvent, oui, les Russes ont été humiliés, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Mais les Russes, ils ont été, oui, à la fin de l'URSS, mais c'était déjà il y a 30 ans. Mais les Américains, ça fait 10 ans qu'ils se font humilier par les Russes. Ils ont perdu en Géorgie en 2008, une armée qui avait été formée depuis 2003 par l'OTAN, qui s'est fait balayer en 3 jours. Ils ont perdu la Crimée, dans laquelle ils avaient énormément investi du point de vue stratégique et même énergétique. Ils l'ont perdu comme ça en un mois. Ils ont perdu, vous l'avez très bien dit, ils sont enfuis d'Afghanistan. Ça a rappelé la chute de Saigon en 75. Une énorme humiliation. Voilà, ils les accumulent, même en Irak. En Irak, il n'y a plus que 6000 hommes qui vivent dans leurs casernes, qui se prennent des bombes iraniennes de temps en temps. Donc c'est pas la fête. En ce moment, c'est plutôt, on est plutôt dans une spirale de l'échec. Et alors là, si jamais ils vont perdre là, on va voir maintenant comment ça va se passer. Mais ce sera, moi, ce que j'espère en tant que Français, c'est que la défaite militaire de l'OTAN entraînera
son affaiblissement politique, voire sa disparition politique. Mais ça, comme vous le disiez très bien, avec une bonne campagne bien foutue sur LCI et BFM TV, c'est pas gagné. Oui, on peut toujours faire passer une défaite pour une victoire, mais C'est au ça, c'est ça. moins, avant de passer aux questions du chat, mais au moins, chez les chefs d'État, l'OTAN n'est plus crédible, quoi. C'est-à-dire que on voyait bien que bon, le Kadhafi, c'était le dernier que la Russie n'a pas pu protéger, mais maintenant, quand les BRICS donnent des garanties de protection à un chef d'État, et on le voit carrément en Afrique, enfin, je veux dire, où la CEDEAO a reculé, Ouais. etc. Ça, je sais que vous êtes aussi expert de la région, vous auriez pu en parler Non, abondamment. je suis pas très honnêtement sur l'Afrique, vous me demandez à Bernard Ça Lugan. vous ça vous va très bien. Bon, vu qu'on a eu Bernard Lugan, mais en tout cas, on voit bien que la CEDEAO a reculé. Donc aujourd'hui, auprès des chefs d'État, la réputation de la capacité de protection des BRICS est complètement admise, et au contraire, la faiblesse de l'OTAN est admise aussi. Du côté des populations, c'est pas encore le cas, mais bon, on est là pour informer. Alors, passons aux questions sélectionnées dans le chat. Juste pour Ouais. revenir, parce que vous en avez parlé au début de l'émission, ce qu'a fait la Russie avec Bachar el-Assad a été une démonstration extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde pense, mais même feu Hélène Kardanalkos, qui connaît bien la Russie, pensait que la Russie et la Turquie, les Occidentaux arriveraient à un accord et qu'ils lâcheraient Bachar el-Assad. Or, Bachar el-Assad a toujours été d'une loyauté irréprochable vis-à-vis de la Russie. Donc la Russie a été d'une loyauté irréprochable vis-à-vis de Bachar el-Assad. Et ça, effectivement, même si je connais pas l'Afrique, je prépare une émission pour Russia Today que je vais tourner mercredi prochain. Si vous voulez, quand vous regardez la présence russe en Afrique, bon, c'est beaucoup militaire, nucléaire également, mais la Russie n'est même pas dans le top 10 des investisseurs. Devant, Oui, vous bien sûr. avez la Chine, les Émirats arabes unis, la France encore, les États-Unis. Mais en revanche, c'est l'image de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est Ouais. celui qui a dit non. Il a dit non à ceux qui continuent, comme on parlait au début de la colonisation, à considérer que les Africains sont des enfants et que il faut leur parler comme à des débiles. Et donc, Poutine, lui, vous le voyez au moment du sommet Russe-Afrique, ou quand il reçoit le président algérien au Forum économique de Saint-Pétersbourg, il parle, et c'est westphalien, il parle d'égal à égal. Même le Burkina Faso, qui est un pays très pauvre, etc., il serre la main à Ibrahim Traoré. Il prend pas son air hautain un peu à la Macron pour lui expliquer, écoute, moi je suis la première armée du monde, etc. Donc je pense que c'est ça, la personnalité de Poutine en Afrique, c'est ça le véritable soft power russe, c'est Poutine. Ouais, les garanties que peuvent donner l'État russe sous Poutine à des chefs d'État, et puis vous disiez voilà le côté westphalien, c'est-à-dire d'égal à égal entre États souverains, malgré le fait que la Russie Quelle soit que le plus soit la grand taille, pays. voilà. Ouais. Ok, alors voilà, en conclusion, bon, le titre de cette vidéo, c'était l'échec de l'Occident. J'ai même rajouté l'échec critique pour faire un peu jeu de rôle, parce que là, on est vraiment dans un échec critique. Ça s'est pas du tout déroulé comme prévu. Ce qu'ont dit les médias de grand chemin sur l'Ukraine était faux. Ça s'est pas du tout déroulé comme prévu. Aujourd'hui, l'OTAN est très très fortement affaiblie, très très significativement affaiblie, par ces événements. Et il fallait qu'on débriefe un petit peu là-dessus. Alors, maintenant, passons aux questions du chat. On en a eu beaucoup. Et donc, on va en choisir que quelques-unes. Oui, une question déjà toute simple, c'est vrai qu'on l'a déjà abordée, mais quel bénéfice pour la France de s'engager dans ce conflit otanien, les sanctions, etc. Bon, ça, je pense que vous allez Aucun. pouvoir y répondre rapidement. Voilà, aucun. On est d'accord. Aucun. La France n'a aucun intérêt, ni en Ukraine, ni en mer Noire. Ouais. Elle n'aurait jamais dû y mettre les pieds. Son prestige international aurait été immense si elle avait été ce qu'aujourd'hui devient la Chine, la Turquie, l'Arabie Saoudite, qui a une proposition de paix, c'est-à-dire un médiateur pour la paix. Voilà. On a raté cette occasion, et ce qui est lamentable, c'est qu'en plus, contrairement à l'Allemagne, il n'y a pas de parti de la paix représenté au Parlement français. Oui, ça c'est pour fou. les sanctions, et ça c'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire qu'il y a plus de, c'est un peu comme au moment du Covid, il y a pas d'opposition à la politique gouvernementale. Ils sont tous d'accord sur les sujets essentiels. Là, on parle de la vie et la mort, de la guerre et de la paix, tous d'accord. Et ça, c'est très grave. Hein.
Ouais, bah, en 1914, Jaurès avait été assassiné. Aujourd'hui, les assassinats sont médiatiques. On aurait un parti de la paix, je pense à Yves Pozzo di Borgo, et cetera, mais le parti de la paix est tout de suite accusé d'être pro-russe, en France, alors que De Villepin n'était pas pro-Saddam, il n'était pas pro-irakien. Mais une France encore gaulliste et avec quelqu'un comme De Villepin aux manettes. D'ailleurs, De Villepin a fait des appels à la négociation. Il a dit Ouais. clairement, parce que bon, il est plus aux affaires, il peut se le permettre. Mais c'est vrai que la monoculture médiatique et le terrorisme intellectuel de la pensée unique fait que c'est devenu impossible de dire il faut faire la paix. D'ailleurs, même Elon Musk, qui pourtant a été un allié de l'armée ukrainienne avec ses satellites, avec son système de renseignement, Elon Musk a été mis pendant plusieurs semaines sur la liste des ennemis de l'Ukraine, par l'Ukraine elle-même, parce qu'il avait dit qu'il allait négocier. Il avait dit, bah, voilà, moi je suis homme d'affaires, je sais voir un rapport de force, et je vous confirme qu'il faut négocier et que maintenant il faudrait arriver à une solution. Et il a été mis pendant 2-3 semaines dans la liste des ennemis officiels de l'Ukraine, avec des menaces de mort et tout. Enfin, c'est complètement fou. On est Je dans un connais état ça. oui, bah, où ils arrivent même plus à savoir qui sont leurs amis et leurs ennemis, quoi. D'où question suivante. Pensez-vous que les Ukrainiens, on parle du peuple, ont conscience de leur instrumentalisation? Si oui, dans quelle Euh, proportion? alors, moi, j'ai des amis ukrainiens. Mhm. Mon prof de boxe est ukrainien, pour vous dire. Donc, en fait, je parle avec pas mal de gens. Et maintenant, les échos qui viennent, c'est-à-dire que la propagande cesse de faire son effet. On est encore Ouais. une fois, sans faire de la réduction d'Hitlerum, un peu à la fin du Troisième Reich. C'est-à-dire que les gens comprenaient bien que Goebbels leur racontait des conneries. Et là, on y est. Là, on y Mhm. est. Donc, surtout que tout ça, il y a eu un espoir qui a été donné à la population ukrainienne encore sous contrôle kievienne, après les contre-offensives de l'automne dernier. Et ça a vraiment été vendu à la population que les Russes s'étaient enfuis et qu'en fait, et on a vendu ça aussi aux soldats, qu'il suffisait d'attaquer et que les Russes allaient s'enfuir. Les Russes ne se sont pas enfuis. L'armée russe s'est retirée parce qu'elle ne voulait pas Mhm. se faire encercler, parce qu'elle était en Mhm. infériorité numérique. Et c'est la même raison dans la région de Kharkov, c'est la même région à Kherson. Les Mhm. Russes ont bien compris que tôt ou tard, les Russes ukrainiens allaient détruire le pont, allaient faire sauter. Ils avaient commencé à tirer dessus, d'ailleurs, c'est dans la presse américaine à l'époque, sur le barrage de Kharkovka. Et donc, que Kherson allait se trouver isolé de l'autre côté de la rive. Il y avait 20 000 hommes, on en avait besoin pour faire des choses plus intéressantes. Et ils les ont rapatriés. Donc, ça n'a jamais été, ça n'a pas été ni la prise de Lysychansk, ni la prise de Oui, voilà, Severodonetsk, ni la c'était. prise de Mariupol. Voilà, c'était des manœuvres russes qui, en attendant de monter en gamme, ce qui est arrivé à l'hiver dernier, eh bien, d'essayer de se retraiter. De se retirer. Donc tout ça, ça avait été vendu. Donc tout le monde s'attendait à ce que l'offensive vers la mer d'Azov, ce soit comme l'offensive, ce qui est complètement délirant. Mais d'ailleurs, ce que j'appelle les gamelins de plateau, vous racontez la même chose. Oui, c'est ça qui L'effondrement est de fou. l'armée Ouais, on est russe. vraiment là pour Mais, contredire leur narratif parce que c'est c'est criminel de dire ça aux Français, de leur dire oui, oui, ils vont aller jusqu'à. Je dis, il y en a même certains qui disaient oui, oui, ils vont aller jusqu'au Kremlin, ça y est, ils vont passer tout droit sur l'autoroute. Une autre, pareil, qu'on ne doit pas citer son nom par charité, mais nous disait Wagner qui prépare son coup d'État ne voit pas les barrages routiers passer. Oui, ils vont tout droit vers Moscou. Enfin, et puis, rappelons, on ne pourra pas le rappeler assez, le crime médiatique et là je dois le citer, de David Pujadas, qui, à une heure de grande écoute, filme un monument national qui est démonté pour parader pour la victoire de 45, et dit, en fait, personne n'y croit en Russie, ce char T-14 ou ah j'en sais oui. rien, ce char léger de 1930 va être envoyé au front tellement les Russes sont dans la merde. Enfin, c'est un crime. C'était à Un crime. Mélitopol. C'était à Mélitopol, je crois que c'était un T-34, je crois. Et Non, non, ils c'était ils même vont pas un le. T-34. C'était un Ah char oui. léger. C'était un truc. Non, non, il y avait Ah 30, ouais, 30 millimètres de blindage là-dessus. mais C'était de l'anneau. oui, 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 alors il l'envoie à Saint-Pétersbourg pour être réparé, pour qu'il Ouais. puisse effectivement rouler pour la fête nationale. Ouais, Mais c'est bon, oui, mais affligeant. je veux dire, quand on était en école, quand on était au collège ou au lycée, on nous montrait les extraits des journaux français pendant la guerre de 14 qui disaient leur artillerie, comme eux, elle n'est que bluff. Les obus ne vous font que quelques bleus quand ils explosent. Ça, c'était ce que certains journaux parisiens écrivaient en 1914, en 1915. On est censé nous avoir appris à faire Ouais. que cette propagande ne puisse plus jamais exister, parce que c'est cette propagande qui crée des guerres mondiales, et c'est cette propagande qui abrutit le peuple. Et voir qu'en 2023, plus de 100 ans plus tard, on continue avec une propagande qui est totalement indiscernable de celle-là. C'est-à-dire c'est du même niveau de dire les Russes envoient un monument national
combattre sur le front tellement ils sont dans la merde. C'est du même niveau de dire ça que de dire l'artillerie allemande ne vous fait que quelques bleus quand elle explose. C'est du même niveau. Ouais. Eh ben, c'est pour ça, enfin vraiment, ça c'est la raison d'être de nos émissions, c'est de faire en sorte de sauver au moins un peu d'intellect dans la nation française ou dans la sphère francophone. Voir comment on a osé c'est comme la malbouffe, quoi, la malinformation, on a osé les désinformer comme ça, je trouve ça criminel. Je ne peux pas dire les choses autrement. Mais bon, passons à d'autres questions. Alors, oui, c'était la question qui s'enchaînait, hein. Est-ce qu'un soulèvement du peuple ukrainien contre le gouvernement est possible pour arrêter le massacre? Est-ce que, vous savez, les fameuses mères ukrainiennes, etc. On aura peut-être localement des choses qui peuvent se passer. Il y a eu, ça s'est montré, ce qui m'avait frappé, que c'était dans la région de l'ouest de l'Ukraine. Mais la région de l'ouest de l'Ukraine, comme c'est là le cœur du bandérisme, il y a beaucoup moins de services secrets, de SBU, hein, qui est vraiment l'espèce de Gestapo ukrainienne. Donc en fait, ils sont plus libres de faire ce qu'ils veulent parce que ils sont très anti-russes. Mais quand même, un village, on a montré les images, un village s'est barricadé pour empêcher les sergents-recruteurs de débarquer. Ouais, donc ça, effectivement, ça peut éclater. Mais cela dit, aujourd'hui, le SBU est quand même extrêmement bien organisé et la répression est dure. Aujourd'hui, si par exemple vous filmez des dégâts provoqués par une vague de bombardement russe, vous êtes convoqué par le SBU et vous pouvez avoir de graves problèmes. Donc, ça peut être jusqu'à 10 ans de prison. On a une pauvre femme c'est vraiment, et elle avait pris 9 ans de prison, je crois, ferme. Après, voilà. Oui, et après vous avez aussi les gens protestent par leurs pieds en fait. C'est-à-dire qu'ils partent. Ils partent et c'est pour ça que d'ailleurs tous les sergents-recruteurs, enfin les organismes de recrutement, de bureaux de mobilisation en Ukraine ont été virés. Tous les chefs ont été virés parce que tout le monde savait, ça coûte $2000 pour pas être mobilisé. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a été annoncé, c'était qu'à Kharkov, donc qui est en fait une région russe, ils ont envoyé des gens de l'ouest de l'Ukraine. Parce que c'est aussi un moyen de génocider les Russes, les Hongrois, parce qu'il y a toute une partie de... C'est pour ça qu'Orban a protesté. Oui, il faut souligner ça parce que là, on pourrait dire oui, mais Xavier Moreau est à Moscou, donc il nous donne des infos comme ça. Mais en l'occurrence, c'est Viktor Orban qui s'est indigné de ça. Donc c'est pas vous. Même là, ce que je dis, c'est même la presse ukrainienne. Hein. C'est-à-dire qu'ils envoient des gens de l'ouest de l'Ukraine, dont ils ne doutent pas de la loyauté, pour envoyer les Russes de Kharkov sur le front, parce que les Russes de Kharkov, ils veulent pas y aller. Ils étaient prêts à payer et tout. Mais cela dit, les gens arrivent quand même à s'enfuir. C'est ça aussi. Moi, j'ai des amis d'amis qui se cachent. Ils se cachent à Odessa. Les garçons en âge de se battre, ils se cachent dans la campagne. Voilà, ils veulent pas. Ils veulent pas y aller. Et après, une fois que vous êtes enlisté, là, en revanche, la meilleure chose, c'est de se rendre. C'est ce que font beaucoup maintenant. Vous avez tous les jours, vous avez sur les médias russes des interviews à visage découvert, donc c'est pas des faux, où ils annoncent leur nom, leur grade, leur unité. Ils annoncent comment ils ont été recrutés, pourquoi ils se sont rendus. Aujourd'hui, la seule chose à faire de raisonnable pour un soldat ukrainien, c'est de se rendre. Et d'ailleurs, vous voyez leur visage, c'est des Russes. C'est les mêmes. C'est les mêmes des deux côtés. C'est des peuples frères. Enfin, physiquement, c'est ça qui est désolant. Et c'est probablement la raison pour laquelle Washington a décidé de sacrifier complètement l'Ukraine. C'est que fondamentalement, ils se disent tout ça, ça reste des Slaves, ça reste des Slaves orthodoxes, comme vous aviez fait la différence pour la guerre de Yougoslavie. Et donc, bon, c'est expendable, quoi. Vous voyez, l'utilisation d'armes à fragmentation, sous munitions. Les armes à sous-munitions, aujourd'hui, c'est l'Ukraine qui est à l'attaque. Donc, en fait, ça lui est pas très utile. Il vaudrait mieux des bombes explosives à haute intensité, ce que vous voulez. Thermobariques. Thermobariques, ils en ont pas, mais c'est ça qu'il leur faudrait. Et les bombes à fragmentation, le problème, c'est que ça vous met plein de petits projectiles partout, dont 30% n'explosent pas. Et donc, quand vous donnez l'assaut, vous pouvez soit rouler dessus avec votre dissercé, votre pneu explose, soit marcher dessus et votre jambe explose. Donc c'est plutôt dire un signe qu'il n'y a plus de munitions, mais c'est aussi un moyen de polluer toute la zone. Ça va prendre 10 ans à la Russie pour dépolluer toutes ces zones qui ont été infectées par. Oui, et ça prouve que l'OTAN a admis, en fait, parce que l'envoi d'armes à sous-munitions, alors il y a deux écoles d'interprétation. Il y en a qui disent que c'est parce que logistiquement ils n'ont plus de munitions, donc ils sont obligés d'envoyer ça parce qu'ils sont en train de racler les fonds de tiroir.
Et d'autres disent c'est aussi un aveu du fait que ces territoires sont considérés comme perdus pour eux et que Oui. l'Ukraine ne les récupérera jamais, qu'on peut donc les polluer avec des sous-munitions qui en effet sont extrêmement dangereuses. Enfin, Ou de l'uranium appauvri. mais voilà, ou de l'uranium appauvri qui est Ouais, tératogène, ouais. qui crée des cancers, etc. On a vu les conséquences en Irak et ailleurs. Alors, on a une autre question qui est si vous pouviez nous faire fondamentalement, comme ça on résume à la fin de la vidéo, quelques raisons de l'échec de l'OTAN en Ukraine, enfin pareil le rétex, quoi. Si vous pouviez, vous l'avez déjà évoqué, hein, mais si vous pouviez nous refaire un Ouais. petit mémorandum, quoi. Donc, je pense que il y a eu deux sous-estimations majeures, c'est-à-dire sous-estimation de l'économie russe, ou méconnaissance, je ne sais pas. Donc, Mhm. ce qui fait que l'économie russe s'est pas effondrée, au contraire, elle en a profité. Sous-estimation du complexe militaro-industriel russe, donc à la fois en qualité et en quantité, et dans sa capacité extrêmement rapidement de passer en cadence d'attaque. Ouais. Et aussi, et ça je vois, parce que moi, encore une fois, je viens d'un milieu très anticommunisme, un racisme anti-russe atavique. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, bon, vous voulez pas qu'on donne de nom, donc je ne donnerai pas, mais il y a un général qui passe souvent sur les chaînes de télé françaises, et vous l'entendez, en Alors, fait, vous pouvez donner des j'entendais noms, vous, il n'y a pas de problème. C'était la charité s'arrête à mes bah, propres décisions. le général Yakovlev, si vous voulez, Ouais. c'est le discours dans lequel moi j'étais élevé. Par exemple, si Oui. les soviétiques ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, c'est parce qu'ils envoyaient des vagues d'hommes sur la superbe mécanique allemande. Après, quand vous étudiez un peu l'histoire, c'est vrai qu'il y a eu des pertes énormes Compliqué. Ouais. parce que Staline avait tué ses officiers juste avant, en 41-42. Mais après, la donne change complètement. Et surtout, c'est pas ce qui a permis à la Russie de tenir, c'est sa supériorité industrielle. Mhm. C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, ils produisaient 3 chars pendant la guerre. Ils avaient 3 types de chars qu'ils produisaient en masse parce que toutes les usines de tracteurs pouvaient se transformer en usines de chars. Et quand ils produisaient 25 000 chars par an, les Allemands produisaient au mieux 9 000. Donc c'est la Mhm. supériorité, et au niveau des munitions, c'était pareil. Donc c'est la supériorité industrielle de l'Union soviétique qui lui a permis de gagner. Donc, et c'est un pays qui a quand même lancé la conquête spatiale. C'est le premier pays qui a envoyé un homme dans l'espace. C'est le premier pays qui a envoyé le Lunar sur la Lune et qui d'ailleurs est en train de reprendre ses De habitudes. renouveler Donc, ça veut dire l'exploit. Ouais. que, mais nous, on nous expliquait que les Soviétiques et les Russes, parce qu'en fait, on disait les Russes, alors que l'Union soviétique, il n'y avait pas que des Russes, loin de là, surtout parmi les dirigeants. L'Union soviétique, c'était des bouseux, stupides, qui étaient faites pour amener à la schlag et que ceci et que cela. Et donc, dans ce discours raciste, c'est le discours qui est tenu par le général Yakovlev, notamment. Ouais, Et c'est ça, je pense, ça a quelque chose visiblement qui reste très présent dans moins une génération un peu plus ancienne, de cette génération du donc général une grande erreur Yakovlev. selon vous, ça a été de sous-estimer les Russes, mais on Oui. pourrait vous opposer que, alors vous l'aviez rappelé, cette superbe citation quand les politiciens finissent par croire les mensonges qu'ils ont mis dans la presse. Mm. Et donc peut-être qu'à la fin, oui, mais par exemple la CIA, elle est pas du genre à se laisser intoxiquer par ses propres conneries en général, en général. Donc je veux bien croire que des officiers qui sont devenus fondamentalement pro-américains en Yougoslavie, qui sont devenus vraiment, qui ont été recrutés culturellement, je vais pas dire sur le plan du renseignement, mais qui sur le plan culturel ont été recrutés. Je comprends que eux croient à ce genre de bêtises, mais malgré le fait que ça puisse être des officiers généraux, parce qu'en l'occurrence, vous citiez un officier général qui est dans la 2e section, donc qui est plus d'actif. Mais la CIA, quand même. euh, Oui, mais le ça problème, leur a c'est pris à ça. que si vous avez un service secret qui est vraiment là pour informer le gouvernement, déjà, vous n'entendez pas parler. Alors, les chefs des services secrets ont souvent un rôle diplomatique. C'est le cas en Russie avec Narychkin, il n'y a pas longtemps a parlé avec Burns, son homologue de la CIA. Mais sinon, en fait, leur renseignement passe et c'est traité. Après, les ministres ou le président fait ce qu'il veut. Mais la CIA, c'est un État dans l'État. Donc, la Ouais. CIA veut faire la guerre à la Russie. Donc, si elle arrive et qu'elle explique aux autorités politiques en disant les Russes ont un complexe militaire industriel extrêmement performant qui peut passer à la cadence d'attaque en quelques mois, les Russes au début de la guerre n'ont mis que 20% de leur potentiel, etc. Alors bon, après Joe Biden, il touche un peu, il y a les fils qui se touchent, Oui, mais bah, c'est pas Joe Biden qui décide, mais voilà, c'est c'est pas Blinken. gagné. Et, Je ouais. veux dire, et ils vont dire, oui, peut-être quand même lancer toute la force là-dedans, ça va pas le faire.
Donc, en fait, si vous voulez, quand un service secret est un État dans l'État, il peut raconter n'importe quoi. Quand John Kerry, on parlait du MH17, le lendemain, il passe sur CNN, et il passe et il dit on sait que c'est les Russes qui ont livré un missile aux rebelles et qu'ils ont détruit comme ça le MH17. Il ment pas. Il répète, Oui, et on il est a la convaincu. preuve, il répète ce que vient de lui dire le représentant de la CIA à la Maison-Blanche. Donc voilà, la question c'est quel jeu jouent les services de renseignement. Bah, on va enchaîner sur cette remarque parce que, il y a dans le chat aussi une autre question, c'est quel jeu joue la Pologne? Là, bon, les instructeurs de Wagner sont en Biélorussie. On a vu quelques nouvelles même de médias occidentaux comme France 24 qui relevaient que les Ukrainiens renforçaient leur défense et que les Polonais avaient... Bon, ils ont toujours une brigade en même temps, les Polonais, sur la frontière biélorusse. Donc, est-ce qu'ils l'ont vraiment renforcée? C'est même pas une brigade, d'ailleurs, c'est une division, donc c'est 8000 hommes. Bon, c'est vrai que pour l'instant, d'après votre expérience et vos compétences, la Pologne, elle vit comment cette avancée de la Russie et elle vit comment les prochaines négociations possibles? Vous aviez évoqué la possibilité que la Pologne pût prendre Lviv, qui est une ville très culturellement polonaise, c'est exact. Et de toute façon, la langue ukrainienne est très proche du polonais. Elle a été, il y a eu les massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Donc les Juifs et les Polonais ont été massacrés, non seulement en Galicie mais en Volhynie. Oui. D'ailleurs, il y a le massacre de Volhynie en 1943. Ils en ont fait un film en 2016. Volhynie, ça s'appelle. En Pologne, vous voulez dire? En Pologne, oui. Donc ça, c'est quelque chose. Mais à l'origine, c'était des villes, les villes qui s'appellent aujourd'hui Ivano-Frankowsk. Oui. C'est une ville polonaise également, majorité polonaise. Et après, genre 45% de Polonais, 43% de Juifs. Donc il y avait très peu d'Ukrainiens, enfin de Galiciens, on peut dire. Mais tout ça a basculé parce que ils ont été massacrés pendant l'occupation allemande, et aussi parce que quand l'URSS, Staline a rattaché ces deux provinces, voilà, il a provoqué la migration des Polonais. Il leur a dit: je vous ai donné la Silésie allemande, allez l'occuper là-bas, parce qu'il voulait pas avoir de problème ethnique à cet endroit-là. Donc en fait, donc du point de vue historique, l'idée des élites polonaises, c'est de recréer la Rzeczpospolita, c'est-à-dire la République des deux nations, Lituanie-Pologne, qui a existé jusqu'au partage de la Pologne à la fin du XVIIIe siècle, et qui était un grand empire en Europe centrale, personne ne s'en souvient, jusqu'au XVIIe siècle, où là les Russes, notamment en récupérant ce qu'on appelle l'Ukraine, ce qui s'appelait la petite Russie, ont mis fin à une partie, en tout cas, de la domination polonaise. Et donc, leur rêve, c'est de recréer cet empire. C'était déjà leur rêve quand ils ont retrouvé l'indépendance après la Première Guerre mondiale. Donc là, c'est le général Piłsudski, qui lui, tout de suite aussi, a eu son ambition de recréer ce qu'il appelait la République des deux mers, donc entre la mer Baltique et la mer Noire. Ce rêve est resté présent chez les élites polonaises, et aujourd'hui, même on a l'initiative des trois mers, donc la mer Adriatique, la mer Noire et la mer Baltique. Donc c'est ce qui est complètement délirant, parce que aucun peuple les Polonais sont pas appréciés en Europe centrale. C'est un peuple c'est pas des gens très gentils en fait avec leurs voisins. Donc ni les Roumains, voilà, ni les Roumains ni les Bulgares n'ont envie d'être, parce que ce genre d'union, c'est bien sûr avec la Pologne qui commande. Donc personne n'a envie d'être commandé par les Polonais. Et donc, mais bon, c'est un projet politique, pourquoi pas. Mais pour les Polonais, c'est très sérieux, et c'est une espèce de nostalgie. Pour la population polonaise, il y en a une partie qui n'est pas hostile aux Russes. Contrairement, toute la Pologne n'est pas hostile aux Russes. Là, ils deviennent très hostiles aux Ukrainiens parce qu'ils ont énormément de réfugiés, et que le fait qu'il y a eu les massacres de Volhynie, de la Deuxième Guerre mondiale, il y a beaucoup de rancœur contre la population ukrainienne. Et ce qui est paradoxal, Stepan Bandera est encore considéré comme un héros national en Ukraine, mais par contre en Pologne, un peu moins. Moi, ce que j'attends de voir, c'est qu'est-ce qui va se passer des statuts de Stepan Bandera, de Shushkevich ou de qui sont à Lviv et qui sont à Ivano-Frankivka. Voilà, ils sont même à Kiev maintenant, mais qui ont tué ils sont responsables de la mort de milliers, de dizaines de milliers de Polonais. Ça va être intéressant. Et c'est ce que j'expliquais dans mon dernier bulletin, c'est que notamment le changement de nom dans les villes de Galicie, ils n'ont pas dérussisé les noms, ils les ont dépolonisés. C'était les noms que la Pologne leur avait donnés. Donc voilà, la Pologne a une ambition démesurée par rapport à sa capacité économique
puisqu'elle vit d'ailleurs au crochet des Français, des Allemands, des Italiens. Elle est bénéficiaire nette des fonds structurels et humaine, parce que sa population est quand même relativement petite, et qu'en plus ils ont une démographie catastrophique, donc ils ont besoin une des pires d'Europe, donc ils ont besoin de tout sauf d'une guerre. Et je pense qu'en plus, les Polonais sont un peuple très courageux, ils le sont restés, ça on peut pas leur dénier. D'ailleurs, même les Russes me le disent que à l'époque soviétique, en fait, il y a eu beaucoup on parle de conquête spatiale, mais il y a eu un Polonais qui est parti dans l'espace à l'époque soviétique, à l'époque où la Pologne était communiste. Et puis le plus grand général russe, selon moi, devant Zhukov, était polonais, c'est Rokossovski. Ouais, Rokossovski, qui était ministre de la Défense polonais juste après la guerre. Seul à avoir été maréchal dans 2 pays à la fois. Enfin, c'est voilà. Donc c'est un mélange de nostalgie, mais je pense pas que la population polonaise suive jusqu'à la guerre. Voilà. Je pense qu'elle est plus raisonnable. Alors, une sous-question, ça aurait été, là, vous dites quand même que l'amour entre la Pologne et l'Ukraine n'est pas vraiment très pur. Et donc, si jamais, par exemple, l'OTAN offrait à la Pologne la capacité à prendre Lviv et Ivano-Frankivsk, la Pologne s'en priverait pas. C'est ça que vous nous dites fondamentalement. Ce serait assez risqué. Je pense que c'est une concession que pourraient faire les Russes, c'est-à-dire en disant ok, vous nous laissez la Nouvelle-Russie, on l'intègre à la Fédération de Russie, on fait une Ukraine centrale qui sera ce qui restera de l'Ukraine, avec comme capitale Kiev, démilitarisée, neutralisée, etc. Dénazifiée, j'aime pas trop le terme, mais je préfère débandériser, c'est plus juste. Ouais. Et ok, vous pouvez prendre la Pologne, parce que les Biélorusses, évidemment, ils n'ont pas envie d'avoir les Polonais au sud déjà. C'est pour ça que d'ailleurs ils sont très actifs militairement dans la zone. Mais globalement, aujourd'hui, Poutine l'a dit, la Biélorussie bénéficie du bouclier nucléaire russe. C'est-à-dire que si les Polonais essaient d'envahir la Biélorussie, ils vont se faire vitrifier. Et surtout, l'article 5 de l'OTAN ne joue pas quand vous attaquez. Oui, tout à fait. Quand vous attaquez, les autres membres ne sont soumis à aucune obligation. Et on est bien d'accord que jamais la Pologne pourrait attaquer de sa propre initiative, là. Je pense pas. Il le ferait pas sans l'autorisation de Washington. Voilà. C'est vraiment, je vais pas être méchant, je peux utiliser un terme gentil, c'est vraiment le vassal numéro 1 sur lequel s'appuie Washington. C'est en train de devenir la première armée d'Europe, mine de rien, en termes d'effectifs. Donc c'est assez sérieux. Oui, après, en même temps, il n'y a pas que le nombre, il y a aussi. Oui, il n'y a pas que l'évolution. Sinon, l'Irak aurait été la 4e armée du monde, comme vous l'avez dit à l'époque. C'est ça. Et puis, vous voyez, par exemple, le véhicule dont ils sont très fiers. Donc, c'est un obusier automoteur, sur châssis, produit. Donc, les Polonais sont très fiers. Mais bon, le châssis, c'est sud-coréen. La tourelle, elle est anglaise et le canon, il est allemand. Ouais. Donc, si vous voulez faire la guerre de votre propre chef, voilà, il faut Rheinmetall, parfaitement. L'Abrams aussi, c'est le même canon. Oui, donc, si vous voulez faire la guerre, il faut avoir vous n'avez pas d'armée si vous n'avez pas de complexe militaro-industriel. Voilà. Et l'Ukraine et la Pologne fait des trucs. En fait, c'est de l'assemblage. C'est pas mauvais ce qu'ils font, mais bon. C'est aujourd'hui un gros producteur d'armes, c'est la Corée du Sud. D'ailleurs, la Pologne. Quand elle a constaté les limites, parce qu'elle a donné ces PT-91, là, des T-72 modifiés, elle a fait des grosses commandes à la Corée du Sud. Bon, écoutez, Xavier Moreau, vraiment merci, la limpidité de ces analyses. Voilà, vous étiez très demandé sur cette chaîne, sachez-le. Donc, je suis ravi que vous soyez passé. On espère que vous reviendrez régulièrement, que ce ne soit pas un one-shot. Comme on dit de nos jours, si vous pouvez donc nous rappeler, nous remontrer la revue Géopolitique Profonde, là, qui était partenaire de cette excellente mise en relation que je ne regrette pas du tout. Voilà, merci beaucoup. Voilà, plus devant vous, parce que impeccable. Donc voilà, et vous aurez un article en septembre dans cette revue. C'est un mensuel, c'est ça, hein? Oui, c'est un mensuel, tout à fait. Ouais, donc vraiment, voilà, impeccable. On avait encore d'autres questions. Je remercie toutes les personnes qui ont donné aussi dans le chat. Merci infiniment, c'est très gentil à vous. Donc Jacques Villot, Wartz et Nono Sto et tant d'autres que je n'aurai pas le temps de citer, mais merci à vous. Si vous me permettez, juste rappeler à vos auditeurs que nous avons une chaîne Odyssée, Stratpol, un Twitter, Stratpol, une chaîne Telegram, Stratpol. Rumble pour ceux qui ont un VPN Stratpol, puisque notre chaîne YouTube a été bloquée en octobre au nom de la démocratie. Ouais, donc suivez Stratpol. Voilà, n'hésitez pas à vous
Et merci à Merci Alta Manuel. Jean-Baptiste dans la foulée qui vient de refaire un don à la chaîne. Donc ouais, suivez Stratpol, Odyssey, Rumble et Twitter, X maintenant qui est devenu si libre. Merci aussi David Bérébi d'avoir fait un don, ça fait très plaisir. Donc on a eu 15 000 personnes en live, donc c'était vraiment sympatoche cette petite sauterie. Il faudra qu'on remette ça. Écoutez, Xavier Moreau, je vous remercie vraiment beaucoup parce que entre votre expertise militaire et puis donc vous êtes aussi entrepreneur, vous avez créé des organismes de sécurité, etc. Donc vous avez aussi une vision économique et ça s'est ressenti, ça fait plaisir. Donc écoutez vraiment, Xavier Moreau, merci beaucoup. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, comme je dis à la fin de mes vidéos, courage, on les aura. Merci à Courage, vous. on les aura. Alexandre Très bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Vous revenez quand vous voulez. Bonsoir à toutes et à tous.